à tous et bienvenue, vous êtes bien sur le stream. Ça y est, on reprend du service et on commence directement en 2023 avec de la mobilité parce qu'on avance et c'est la nouvelle guideline de cette chaîne. On avance très très vite et autour de moi pour en parler, Ken, comment il va ? Bonjour, écoute, ça va très bien. Nouvelle direction artistique pour Let's Go. Et incroyable. J'ai remarqué que la seule véritable référence, outre des feux grillables au possible, est un vélo dans le décor. Ça me fait très très plaisir. C'est pour moi. Je pense qu'ils ont tout mis pour moi. Bonne année à Marie, bonne année à tous, bonne année à vous tous ici. J'espère que vous allez bien. On est reparti, je l'espère, aussi longtemps que possible avec Let's Go aujourd'hui. Et vous allez voir une formule bien changée. Oui, une formule bien changée et on reviendra tout de suite après à ce sujet. Mais avant, on accueille aussi Nanix. Comment il va ? Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être là. J'espère que tu vas bien, Marie, ça va très bien, merci. Romain. Bonne année à tous, évidemment. Bonne année à tous et à toutes dans le chat. Les amis, ravis d'être là. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait Let's Go, donc ça me régale. Et on est ravis de t'accueillir. Et aussi, il reviendra de plus en plus souvent. C'est Romain, on l'avait adoré. Il avait eu une vision assez incroyable sur ce qui se passait dans les paddocks de la F1. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, toujours un plaisir d'être là. Bonne année à tous. Bonne année autour du plateau, bonne année dans le chat. Et toujours un régal d'être ici. J'avoue, on est le 23 janvier. Et on se dit encore bonne année. Ouais, petite galette à la fin de... Je sais pas. Je lance une idée à la régie. J'ai fait un petit temps on peut se débrouiller avec ça. On pas l'édito, une petite galette. Ce n'est pas de refus. C'est clair. On va commencer directement avec la première séquence, très québécoise dans l'âme. J'aime beaucoup et je salue Paul et Denis pour ça. Ça s'appelle Rapide et Furieux, jingle. Rapide et Furieux, c'est le nom du sondage, puisqu'on va vous montrer quelque chose et vous allez donner votre avis. Et comme l'indique le nom de la chronique, ça va être très rapide et je veux beaucoup d'arguments dans le chat. Que pensez-vous, du coup, de ce concept de camping-car qui s'appelle la Colime ? Alors attends, c'est en deux parties là. Ah oui, d'accord. Ouais. Attends, c'est en c'est récent ça comme vidéo parce que j'ai l'impression que ça date des années 90. On dirait une vision du futur, effectivement. Ouais. Exactement, ouais. Alors, justement, vous pouvez donner votre avis en tapant 1 dans le chat. Ça veut dire que vous achetez totalement, c'est dans votre panier. 2, vous êtes plutôt perplexe, vous ne savez pas trop. 3, jamais de la vie. Jamais. Et 4, pas envie de faire du camping. 3 et 4, Pas envie de faire du camping. après, c'est du La van camping life. quand même haut de gamme, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose... L'idée, c'était de fusionner une caravane avec une voiture pour en faire un camping-car, en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Mais ça veut dire que tu te décroches quand même sur la route. Que devient la caravane ? Écoute, elle passe de la caravane. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, on voit l'avant se détacher en mode Ouais, c'est ça. salut, et c'est tout. Ça fait penser un petit peu aux animés de nos enfances avec les voitures qui se divisaient, se rassemblaient. Ça fait très Power Rangers J'avoue, complètement. Ouais. Donc c'est à la fois hyper pratique, puisqu'il y a ce côté qui est divisable du coup. Mais par contre, c'est non quoi. Enfin, c'est moche. Le Core Fighter Gundam Caravan. C'est moche au possible, quoi. Bah, c'est... Les fans de méca, tu prends, par contre. Si tu aurais été un rêve de... J'ai un petit véhicule, un petit bolide pour moi tout seul, regardez, je me détache. Enfin, le truc, c'est que oui, comme on nous le dit, il y a un autre chiffre qui s'est rajouté dans le chat, c'est 0. 0 comme la fiabilité, visiblement. Et je suis assez d'accord. Et on connaît le tarif de ça ou pas du tout ? Je sais pas si on a envie de connaître ce tarif. J'ai toujours peur du côté, quand ça se divise, l'une des moitiés ne marche pas sans l'autre, tu vois. Donc Non, mais surtout quand il va falloir se repluguer, c'est une question de physique. Tu t'entends un petit... Il faut vraiment être vraiment en face du trou, quoi. Non, mais je en suis pleine désolée. Voilà. Tu vois la marche arrière ? On n'est pas alignés. C'est comme quand K2000 rentre dans le camion, là. C'est possible. Oh mon Dieu, la galère, Par contre, ça a l'air assez premium au niveau des définitions à l'intérieur. De ouf. Oui, ça a l'air relativement ça a quali l'air. quand même. Oui. Et j'imagine que pour quelqu'un qui aime le camping et qu'on n'a rien à foutre du style, on doit être sur quelque chose de... on doit être sur du camping quand même haut de gamme. Moi, je sais me pas, demande tu ça vois. date de quand. Après, ça a l'air petit en fait. Mais c'est ça, parce que regarde, là où il y a la voiture qui s'est dépluguée, au final, tu as une déperdition d'espace assez dingue. Bon, je trouve que c'est pas hyper value, ça doit coûter une blinde. La vision 3D a l'air de dater des années 80, comme le disait Ken. Pourtant, la vision finale a l'air de dater de beaucoup plus récemment. Donc, est-ce que c'est un projet sur 20 ans qui n'a jamais vu le jour et pour cause il y a en vrai de vrai, un Qashqai, une caravane était bien pareil.
En tout cas, voilà, il y avait peut-être de l'idée, mais... Pas encore. Là, on influence vachement le sondage quand même. On va pas se mentir, on influence vachement le sondage. Oui, après ils peuvent se dire, mais vous avez des goûts de chiottes, vrai. vous comprenez pas. On a quand même un Flip Fields, je balance, la Pookie, Flip Fields qui nous dit c'est acheté. Voilà, tu vois, regarde. Ok. Il y a des amateurs. C'est peut-être un misclick, mais on laisse pas. Le doute. En fait, on dirait un mauvais jouet. C'est ça. Ouais. Voilà. Un truc pas Et ouf. t'as raison à 100% quand tu parles des Power Rangers, on dirait les mechas là qui Sauf s'organisent que, entre comme eux. disait Marie, la question c'est de savoir comment ils se rassemblent. Ouais. Les Power Rangers, ils se rassemblent sans problème. Je dis sur la route. On voit certains créneaux arrière et tout, ça posait problème. Là, je suis pas sûre. Exactement. Alors, ça s'appelle la Colim. Colim, acronyme pour Colors of Life in Motion. Oh, C'est beau. C'est beau. ça clique toujours pas. C'est nul. Concept car, du coup, de camping-car coupé en deux, comme vous l'avez vu, véhicule qui peut se détacher. Et ça a été imaginé par Christian Susanna, un designer, voilà. Je sais pas si c'est cocorico, je suis pas sûre que ce soit une fierté non plus. Moi, je suis fier. Je vous laisse là-dessus. Ça a La l'air, clim, oui, c'est bien nul. La Effectivement, French Touch a du talent. on est loin de Transformers encore, je crois. Et pourtant, on est en 2020. Pourtant, Alors, c'est parti pour la suite de cette émission. Comme vous l'avez vu, c'est rapide et furieux. Boucle d'oreille gauche, Marie. C'est insupportable. Jingle, la suite. L'actu de la semaine, et je me tourne vers Ken. Ah, merveilleux actu de la semaine. Alors déjà, directement, on passe au point actu chaud, brûlant des réseaux sociaux. C'était le vélo, le salon du vélo du nord de la France. Dis donc. Cette semaine absolument incroyable. Et de ce salon, eh bien, on a pu connaître la nouvelle gamme de vélos complète de chez Decathlon, alias Van Rysel. Les Vélofolies, c'était à Lille, peut-être avez-vous eu la chance d'y aller. Il y avait énormément de marques là-bas, notamment pas mal de marques françaises, celle que Origine, dont je vous avais déjà présenté un vélo dans Let's Go, mais celle qui était attendue au tournant, c'est bien entendu Van Rysel. Van Rysel, c'est à présent la division vélo de route de chez Decathlon. Vous savez qu'ils ont pris, je crois, le parti de rappeler quasiment tous leurs vélos VTT, cross, etc., Rock Rider, il me semble, et tous les vélos de route maintenant c'est Van Rysel. Et Van Rysel a fait depuis quelques temps des vélos qui se voulaient être des vélos de plus en plus quali, en sortant il y a quelques années le EDR pour endurance, qui était leur premier vélo haut de gamme quand même, en carbone, avec des transmissions de haut niveau pour penser pour la course ou penser pour la longue distance. Et bien là, ils ont ni plus ni moins que mis à disposition l'ensemble de leur gamme 2023-2024 de vélos. Et c'est non pas un, mais 5 vélos qu'ils ont présentés durant cette vélofolie. Et c'est quand même assez ouf parce que personne ne les attendait vraiment justement là-bas. Ils sont jolis, celui juste avant. Exactement, ils sont pas mal jolis et surtout, la gamme devient de plus en plus lisible. Ainsi, c'est très simple. Vous avez entrée de gamme qui va s'appeler le ACR pour Aluminium, Cycling Race. Voilà. Globalement, vous avez le vélo en alu de course, ce qui va donc remplacer l'ancien Triban RC 520, RC, ce que vous vouliez. Voilà ça. On va avoir le DR qui était déjà dans la gamme mais qui maintenant reste toujours présent. Puis on va avoir leurs 3 nouveaux vélos. Le premier, c'est le FCR qui est un vélo pensé pour la course. Fashion, non, mais plutôt full carbone racing, on va dire. Tout en carbone. Pensé et profilé, vous le voici, le FCR. Pour la course. Donc, tout le cahier des charges, c'est un vélo Decathlon que vous êtes en train de voir. Il ressemble ni plus ni moins qu'un vélo Specialized, le Tarmac, très inspiré. Pourquoi ? Parce qu'ils ils ont utilisé les mêmes souffleries pour définir le cadre de ce vélo. Roue en carbone, cadre en carbone, câble 100% intégré, frein à disque, transmission ici Ultegra 12 vitesses électronique. On voit que même la tige de selle est aérodynamique. On est sur un vélo haut de gamme, d'accord ? Vraiment un vrai vélo de course.
Entrée de gamme, 3 500 € jusqu'à 5 000 €, souvent en fonction des roues et des transmissions que vous voulez utiliser. Mais ça n'est pas le must. Le must, c'est le RCR, donc là, le Full Racing Cycling Race, qui lui va être le vélo le plus haut de gamme de la gamme Decathlon. Là, vous voyez un EDR monté sur un Home Trainer. Donc ça, c'est le premier que tu m'avais montré, mon très cher Denis. Celui-là, il est pensé vraiment pour la pure course. Le cadre est 100% allégé, donc on a un autre type de carbone, encore plus profilé, avec des transmissions allant du Shimano Dura Ace au SRAM Red. Voilà, donc là, c'est la version prototype que vous voyez ici avec le petit cadre en alu brossé. Ce vélo risque d'équiper en 2024 des teams professionnels. On sait que Van Rysel sont déjà partenaires de Cofidis, il me semble, pour l'équipement de vélos de manière générale, mais n'ont pas encore de vélos engagés dans le Tour. Voilà, donc celui-là, ça va être le plus haut de gamme. Et sincèrement, quand on regarde le prix du plus haut de gamme possible, là, sur ce RCR, on atteint des prix allant à 6 000 € pour un vélo qui pèse 6,8 kg, donc réellement purement compétitif. C'est bien sûr une montée en gamme pour Decathlon, mais c'est sincèrement un prix extrêmement attractif. C'est compétitif. Pour Decathlon. 6 000 € pour un vélo qui peut équiper une équipe cycliste professionnelle. C'est très bien. C'est énorme comme prix. Très bien. Rappelle-nous le prix du vélo que tu veux. Mon vélo que je veux, dont tu rêves. Mon vélo dont je rêve, il vaut 14 500 €. Voilà. Tu vois, donc, ça remet les choses. Mais il fait la bouffe, il garde des mômes et tout ça pour ce prix-là, non? Non, même pas. Non, il gagne. C'est le chauffant. Ouais, c'est ça, au moins, quand même, j'espère. Il gagne 1 seconde en montée sur 15 minutes de roulage, tu vois. Ça fait cher la seconde, mais ça bon. fait cher la seconde. Hein. Ouais. Mais toi-même, tu sais. Hein. On peut me dire souvent la même chose. On peut aller très loin pour gagner 1 seconde. On est bien d'accord. Le tout dernier de la gamme, c'est le XR. Et donc, c'est le vélo pensé pour le contre-la-montre. Donc là, je ne sais pas si je te l'avais mis en photo, mais c'est un avion de chasse. Hein. Il n'a plus aucun sens, le vélo. Enfin, comme tous les vélos de contre-la-montre, donc plus aucun sens. C'est vraiment pensé pour le contre-la-montre, c'est-à-dire c'est un full cadre aérodynamique. On pense pas trop au poids, mais on pense full aéro, des roues pleines à l'arrière, une roue quasiment pleine à l'avant. Et il a une déclinaison triathlon, parce qu'avec les règles du triathlon ne sont pas les mêmes que les règles de l'UCI, donc des courses de vélo traditionnelles, on va dire encadrées par l'UCI. Donc on peut se permettre quelques petites choses en plus dans des vélos de triathlon. Donc elle aura une déclinaison triathlon et c'est pareil. Maximum de la gamme pour celui-ci, 8 000 €, ce qui est en vrai pour des vélos de triathlon ultra performance ou des vélos de contre-la-montre ultra performance, eh bien relativement abordable. Cela dit, même si c'est abordable et même si tous les trucs sont cochés, on attend évidemment de pouvoir tester un peu ces vélos pour voir ce qu'ils valent réellement sur la route. Est-ce qu'on a vraiment une bonne sensation sur ces vélos? Le DR avait vraiment surpris déjà, un vélo qui avait vraiment une bonne sensation de roulage, mais les roues étaient très 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 en dessous. Là, est-ce que l'équipementier de roues, est-ce que la fabrication des cadres sont de qualité? Pour la transmission, vraisemblablement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais voilà, en tout et pour tout, il y aura 11 modèles, si on compte les 5 modèles nouveaux en Shimano, les 5 modèles nouveaux en transmission SRAM, plus le modèle que je vous ai parlé, là, celui du contre-la-montre, qui sera un modèle supplémentaire, donc 11 modèles en plus dans la gamme Decathlon. C'est quand même assez fou. Alors, Decathlon monte en gamme. Un vélo Decathlon à 6 000 balles, je pense que personne n'y avait pensé à l'époque. Alors, pour le dire dans le chat, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris la notion d'entrée de gamme, c'était entrée de gamme dans cette gamme-là qui était déjà le haut de gamme. Exactement. Vous avez toujours vos vélos à 800 €. C'est l'entrée de gamme d'une Ferrari ou d'une Porsche. Le tout premier, quoi. Voilà. Le tout premier prix va... en vrai, quand je regarde leur gamme 2023-2024, l'entrée de gamme est à 900 €. Le premier prix sera à 900 €. Et c'est l'ACR, donc le remplacement du RC 520. On va remplacer le RC 520 qui coûtait 840 € par le ACR qui, lui, va coûter 900 € entrée de gamme. Donc, et on sait quelle transmission équipera la gamme ACR, nous demande Vince 950. Malheureusement,
on n'a pas d'informations parce que le vélo n'était pas présent, mais je pense que ce sera du Shimano Deore. Parce qu'on descend aujourd'hui, vous savez, le Shimano 105 a eu tendance dans ces dernières années à devenir électrique, donc à avoir des transmissions électroniques. Et du coup, à sortir un tout petit peu de l'accessibilité à la poche de tous. Donc ça sera très probablement la transmission en dessous du Shimano 105, on risque d'avoir dessus. Et souvent en haut, c'est le Deore. Donc on va voir exactement ce qui sera équipé, mais il est fort possible qu'on ait des vélos en aluminium à 1000-1500 € chez Decathlon. Donc oui, c'est une montée en gamme de Decathlon, vraiment. C'est Van Rysel, ils le savent, c'est ce qu'ils voulaient faire. De toute façon, le public est là et le but, c'est d'avoir des vélos quand même qui sont assez chers parce que de toute façon, on n'arrive déjà pas à répondre à la demande avec ça. Spoiler alerte, vu le rapport qualité-prix de leurs vélos, à mon avis, ils seront déjà tous en rupture de stock dès qu'ils vont sortir. Le DR était déjà dans ce cas-là. Je sais, ça peut choquer vu les prix annoncés, mais pour du cyclisme, on va dire sportif ou du cyclisme de compétition, c'est des prix très attractifs. J'aurais vu ça plus cher. Ça ne choque pas le prix. Et c'est Decathlon, donc tu as un problème, tu sais où tu rentres, et ça, c'est surpuissant. Puis je pense qu'il y a une confiance en la marque Decathlon. Les gens qui achètent Decathlon, on sait que ça marche, on sait qu'il y a un service après-vente qui est canon, tout ça. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas excessif. Et même en tennis, en tout ça, à chaque fois quand j'ai besoin de Decathlon, moi, je trouve que c'est une marque extraordinaire. Vraiment, on a une marque fantastique en France, et quand tu discutes avec des étrangers, ils nous l'envient beaucoup. Decathlon est une marque de sport géniale. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. À l'étranger, c'est plutôt chic. Bien sûr. Clairement. Moi, j'ai bossé à Decathlon. Cool. Je vais faire une Jules. J'ai bossé à Decathlon et j'étais au rayon snowboard et ils te demandent en tant que vendeur de pouvoir attester d'avoir fait tant d'années de la spécialité que tu présentes. Parce qu'ils veulent vraiment des gens qui se connaissent soit dans le matériel, soit dans les sensations, etc. Et c'est vrai que les mecs s'y connaissent bien en général. Franchement, sur le conseil, quand tu vas pour le foot, pour le vélo, etc., ou pour les rollers, c'est des gens qui ont fait un peu de roller, qui connaissent un petit peu, ils sont t'aiguiller. Juste, ils vont te dire, voilà, vous voulez ça, patin en ligne, c'est là, machin en ligne, c'est là. Voilà. Je suis jamais tombée sur un vendeur ou une vendeuse Decathlon qui dit, je sais pas, je vais demander à ma collègue, c'est mon rayon, mais je suis nouvelle. En général, ils savent. Et j'ai même plus loin, c'est rare, mais je trouve qu'on est même souvent très content. Parfois, ils me disent, là, t'as le prix très cher, mais t'as pas besoin d'aller là. Je trouve que c'est des gens. Moi, j'adore cette marque. J'ai pas d'action, promis, mais je trouve que c'est une super marque. Même pour le ski, c'est génial. Le code promo Romain dans le chat, si vous voulez, pour Decathlon. L'année dernière, durant vous avez moins 20%. Decathlon était partenaire de l'échappée, donc c'était eux, tu vois, sur les home trainers de l'échappée, c'était des Van Rysel EDR, justement, qu'il y avait dessus. Et en parlant un peu avec eux, ils m'avaient dit, justement, on prépare une toute nouvelle gamme pour l'année prochaine. Mais j'étais loin d'imaginer qu'ils préparaient une gamme sportive complète de vélos. Et là, sortir 5 nouveaux modèles pour toutes les bourses et tous les niveaux de passion du cyclisme, c'est vraiment dire à quel point ils sont là. En plus, ces Decathlon, ils sont puissants. Donc, pour avoir justement des transmissions, c'est un peu comme les moteurs du vélo qui sont très demandés et souvent en rupture de stock. Eux commandent beaucoup en masse. Du coup, c'est des moyens d'avoir accès à ces transmissions hors de prix, des prix très accessibles. C'est vraiment assez impressionnant. Vous voyez, ils sont tous là. Rive, il est sur un Van Rysel EDR. Actuellement, pour faire l'étape, quoi. Donc c'est vraiment bien. C'est ouf qu'il soit allé aussi loin. Et je pense que 2024, la prochaine étape, c'est la sponsorisation d'une équipe sportive. Oui, à mon avis, c'est sûr et certain. Parce que là, ils ont un vélo. Le vélo, il est compétitif. Je vois les specs, je vois ce qu'il a, le poids, les matériaux, l'allure qu'il a. Il est compétitif, c'est sûr et certain. Donc, comment t'expliques la différence de budget, quoi, en fait, pour ce package qui est déjà quand même bien premium et tout? Comment t'expliques que peut-être le même vélo avec des specs similaires va coûter peut-être 5-6 000 ? Déjà, il y a le carbone. La fibre de carbone, ça coûte la peau des fesses. Et c'est pas quelque chose qui s'usine. Donc, quand tu veux fabriquer des roues en carbone ou des cadres en carbone, il faut des hommes avec des compétences qui moulent à la main. Donc, qui va coller les fibres de carbone les unes aux autres. Voilà. Donc, en fait, le carbone, ça demande des compétences d'artisan. C'est pas quelque chose qui s'industrialise vraiment très, très bien. Et voilà, c'est ça. Et qui dit compétences d'artisan dit de toute façon quelque chose qui est très cher. Ça, plus la matière première qui est déjà chère, entraîne que, les vélos en carbone, ça coûte cher. Donc, ça coûte c'est ce qui augmente énormément le prix. Et ensuite, il y a les transmissions. Qui, elles, deviennent de plus en plus chères. Pourquoi ? Parce que l'inflation.
Et puis la technologie qu'il y a dedans, est-ce qu'on a tous besoin d'une transmission électronique aujourd'hui? Je ne pense pas. Pourtant, toutes les transmissions sport deviennent électroniques parce que c'est ce que les gens veulent aussi aujourd'hui. Donc ça fait augmenter les prix de façon hallucinante. Mais voilà, visiblement, les cyclistes peuvent se le payer. Donc très bien, grand bien à leur face, hein, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas oublier le marché de l'occasion. Hein, tu sais, un vélo d'il y a 4 ans, qui faisait de la compète il y a 4 ans, tu peux le toper vachement moins cher aujourd'hui. Et crois-moi, il est toujours aussi compétitif aujourd'hui. Il est même très, 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 très bon. Donc, chacun... Des marketplaces d'occasion en vélo? Il y en a beaucoup. Tu as Troc Vélo qui est probablement une des plateformes où le plus de vélos s'échangent justement. Puis Le Bon Coin est tellement sympa. Tu Valume aussi, le site qui est lui espagnol. Pareil, d'échange de vélos qui fait des vélos sérieux. Moi j'avais vendu le mien, le dernier, sur Troc Vélo. Voilà, il était parti sur Troc Vélo, donc ça s'était bien passé. Voilà, ça peut moins bien se passer, mais mais bon, ça se passe bien. On nous dit, mais qui est ce streamer indé de talent? Ça gratte une sponsor pour Ken l'Indépendant. J'adore, c'est un nouveau nom de PNJ Pokémon, ça, Ken l'Indépendant. Il y avait Ken le cycliste déjà, mais Ken l'Indépendant, j'aime bien. En tout cas, si Decathlon nous écoute, en tout cas, si Norizel nous écoute, on sera ravis, en tout cas, je serais ravi de tester leur matos, leur nouveau matériel, justement ici, comme je l'avais fait, mais aux prémices de Let's Go. Avant, ça ne s'appelait pas encore comme ça, avec le Van Rysel EDR. Voilà. On était au sous-sol. Voilà. Exactement. Déjà, le temps passe vite. On va passer à une autre news. J'ai vu passer ça rapidement. C'est un peu glauque en ce moment quand vous tapez actualité avion. Beaucoup de crash, j'ai l'impression. Oui, j'ai vu ça. Ouais, une période de relou, Voilà, mais j'ai trouvé quand même, parmi toutes ces news un peu glauques, une news qui m'a fait sourire. Alors, je vous raconte rapidement, c'est l'histoire d'un couple qui part en lune de miel. Ils prennent British Airlines et bien, ils décident de se faire un peu plaisir parce que les prix sont quand même chers. Ils partent aux Maldives et ils se font plaisir avec la Premium Economy. Donc, c'est une gamme au-dessus de l'économie, mais une gamme en dessous de la business et encore une gamme, 2 gammes en dessous du coup, de la première. Et croyez-moi, Premium Economy, c'est déjà très cher. Mais c'est pas mal. Il y a une vraie le gap est quand même déjà stockement important. Quand même. Le gap est plutôt bien, vous avez déjà beaucoup d'espace et le siège se relève un petit peu. Donc le fait d'avoir, mine de rien, les pieds un peu relevés, ça change. En vrai, c'est une bonne alternative. C'est une très très bonne alternative. Vous avez aussi la priorité dans les files d'attente. Donc vous avez un peu l'expérience de la première, mais dans une moindre mesure de budget. Un avant-goût, quoi. Ils se font plaisir. Pour donner envie aux gens de prendre la business. Et là, il se passe quoi? Il se passe qu'ils vont avoir quand même 10 heures de vol. C'est long. Oui. 10 heures de vol, on a le temps de voir des films, de dormir, etc. Ils s'installent, on leur sert un petit verre de vin, etc. Ils sont bien, tout se passe bien. Et d'un coup, eh bien, la dame de la rangée à côté enlève ses chaussures. Et c'est un film d'horreur. Oh là là. C'est un film d'horreur à tel point qu'on a vu des avions débarquer à cause d'odeurs insoutenables provenant des toilettes. Mais là, pas assez finalement pour retarder le vol. Mais suffisamment pour vous briser vos rêves. C'est-à-dire que, ils ont voyagé pendant 10 heures. Il y a une vidéo TikTok, c'est hilarant, parce que la fille, elle est un petit peu... elle est bon chic, bon genre. Elle a dit, la dame a enlevé ses chaussures. Ça sentait une odeur abominable. Mais bref, nous avons notre coupe de champagne. Tu vois que ça l'a troublé, mais vite fait. Ma question, c'est qu'est-ce que vous auriez fait? Déjà, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des déconvenus en avion? Carrément. Oui. Quel genre de déconvenus? Un enfant qui pleure, c'est pas une déconvenue. On a tous été des enfants. Ça dépend comment il pleure. Mais... Voilà. Ouais. Moi, c'est surtout la maman dépassée, le papa qui veut pas s'en occuper. En plus, moi, je demande à changer de place parce que comme je suis grand, en fait, j'étais dans la place du milieu. J'ai fait des pieds et des mains pour être... Moi, je préfère être côté couloir. Bien sûr, pour pouvoir étendre tes jambes. Bien sûr. Même si les gens passent et ils te défoncent littéralement le genou, c'est pas grave. Je préfère vivre ça que d'être vraiment coincé entre deux personnes. Au milieu, c'est le pire, la pire place. Et là, on me change de place. Et au moment où on me place à cet endroit-là, je me dis, mais attends, je suis face à l'espèce de petit muret, etc. Je fais, mais c'est sûr, c'est là où on pose il y a les bébés et tout, et ça n'a pas loupé. Et là, c'était et je pouvais plus refaire chez la dame en disant, changez-moi de place. Et à un moment donné, tu peux pas être ce mec-là, changez-moi de place, il y a des bébés là. Non, mais surtout le père qui me regarde en mode, il est en souffrance. Je regarde avec le gros enfant, occupe-toi de ton enfant, s'il te plaît. Je n'en peux plus.
les pauvres. Le mec qui vomit en plein vol. Ah non, ça c'est ban, ça. Ouais, ça c'est pas cool. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, laissez-moi. Le vomi, c'est assez fréquent, l'odeur de vomi, en vrai. Ouais. Tu as eu ça? Bah oui. Odeur de vomi. Moi, franchement, pour aller à New York, là, j'ai voyagé chez French Bee. Je pense que l'expérience French Bee à elle tout seul vaut tous les. C'est la low cost long courrier. La compagnie low cost long courrier de Air France, il me semble. Et c'est. Je croyais que c'était hop. Imagine un 8 heures. D'accord, dans un avion qui est en fait un avion prévu, je pense, pour faire Paris-Nantes. Ouais, exactement, pour faire Paris-Nantes. Donc rêve. en gros, t'as zéro écran nulle part, hein, ni en face de toi, ni nulle part. Zéro. Ce pas en supplément. Zéro. Oui, par contre, tu dois payer pour aller au shop. Il y a zéro écran nulle part. T'as juste une pseudo-application que tu peux télécharger dans ton téléphone pour regarder des films. Enfin, il y a même pas de film. C'est terrible. Donc tout le monde est bourré, c'est-à-dire t'as 3 places à gauche, 3 places au milieu, 3 places à droite. Donc t'es comme ça durant la totalité du trajet. Il y a évidemment pas assez de place dans les bagages. Donc c'est premier arrivé pour mettre toutes tes affaires. Premier arrivé exactement, premier servi. Et ça bouge et ça tangue. A été comme ça tout le. C'est l'expérience d'un avion low cost style l'épisode Petite Compagnie, mais comme tu disais pour des vols plus. Exactement. Seulement. C'est moins chiant pour un vol plus petit en fait. 150 € le billet. Tu te dis quand même. Ouais, quand même. Ah oui. C'est mal, hein. Ah oui. Mais j'ai un ami qui est parti à La Réunion qui m'a dit exactement la même chose. Il m'a raconté la même anecdote que toi, la même histoire, pareil, il y a une semaine. Il a kiffé. La Réunion, oui. Le voyage. Pas l'avion. Romain, ça t'est arrivé parce que après, je rebondirai sur ce que vous me dites dans le chat. Je suis horrifiée. Après, le truc classique, déjà eu des trucs tu comme t'installes et après, déjà classique jeu d'écoute, ça on s'en fout. Mais déjà, il y a une fois, j'ai eu une personne qui avait réussi à passer ses pieds entre les sièges et du coup, je me retrouve avec 2 panards comme ça. Ah ouais. C'est non. Posés à côté de moi. Ouais, bah là, c'est non. T'as dit quelque chose? Ah bah oui, bien sûr. Tu l'embrouillais? Au début, j'ai voulu l'embrouiller, je me suis retourné, il dormait. Donc après, j'ai commencé à faire d'une feinte, j'ai commencé à chatouiller les pieds. Oh non, tu touches pas les pieds. Ça a vaguement fait un truc, pas avec mon doigt, hein, avec un stylo. Ça a vaguement fait un truc, ça l'a réveillé. Et là, je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, merci, on ne peut pas faire ça, quoi. Et je suis tombé sur un chieur qui en plus râlait un peu. Mais bon, après, une fois que le mec est con, de toute façon, tu peux y aller, tu t'en fous. Une fois que tu sais qu'en face de toi, t'as un con, tu peux y aller. Par contre, pour répondre à ta question initiale, moi, à la place de la personne, j'aurais gentiment dit, excusez-moi, mais vous puez des pieds, est-ce que vous pouvez parler? C'est gênant. Ouais, mais. Si, il faut le dire. Ouais, je crois qu'à un moment, tu le dis gentiment, tu le dis avec la forme. T'es obligé. Enfin, après, pas. Des fois, les gens, tu peux, excusez-moi, tu peux puer des panards et ne pas t'en rendre compte. Et par contre, ça peut être une infection. Ça, non, c'est pas possible. Il y a des gens, ils n'ont pas de palais. Tu le sais. Non, Marie, il y a des gens, ils n'ont pas de palais, ils n'ont pas d'odorat, crois-moi. Donc, oh là là. En mode, vis ta meilleure vie avec tes petits orteils comme ça. En mode, arrête de remuer tes orteils, c'est dégueulasse. Ok. Ça me dégoûte. Ou alors, ça me dégoûte. Tu prends un petit. Ah ouais, non, j'allais dire, on n'a pas spray dans l'avion, mais tu prends un petit thé. Je fais un Fébreze tous les jours dans ma poche. Un truc chiant, vraiment, c'est aussi les gens, l'avion à peine décollé, tu sais, ils bougent, tu sais, tu recules ton siège à fond. Et même au moment du repas, ils le réajustent pas, tu vois. Ouais. Et quand tu fais le signe, ils te regardent en mode bah quoi, y a quoi. Franchement, pour ces petits agréments, je suis du genre patient, on est tous dans la même galère. En plus, j'ai la chance d'être petit, donc moi, sincèrement, être tassé dans un avion, c'est pas si grave que ça. Ah ouais. Ça, c'est officiellement non. Ah, mais ça, c'est non. Non mais ça, je suis désolé, mais là t'embrouilles la personne. Ouais. À un moment, je sais pas, mais... Je sais pas. Si, je t'ai obligé de dire quelque chose. Ouais. Attends, si c'est 8 heures de vol, tu dois dire quelque chose. C'est que ça. Là, après, il y a des trucs. Il y a des gens vraiment qui causent pas, c'est fou. Ninja Fock a eu, le pauvre, j'ai eu un haut le cœur, une mamie qui s'est fait dessus. Ah ouais. Et ça, la c'est gênant. porte de derrière. Et ça a coulé sur ses chaussures. Ah, puis là, tout de suite, t'as affaire à une personne âgée, c'est délicat. Tu peux rien dire. Non. Les bonnes expés. Tu peux surtout ne plus manger derrière. Oh, quand ton repas arrive. Les bonnes expés. Poulet ou légumes. Aucun des deux. Ah ouais. Terrible. Oh mon Dieu. Bah voilà, j'étais un peu curieuse. On partir en vacances, tout ça. Ouais. Alors, moi, personnellement, je suis assez grande gueule sur plein de trucs, mais là, j'aurais pas osé. Trop bien, je prends l'avion à la fin de la semaine, je suis ravi. Tu vas où? Je vais à Abidjan. Eh ben, on te souhaite une expérience. Combien de temps, Abidjan? C'est 8 heures de... Attends, c'est 6 heures, je crois. Non, ouais, c'est 6 heures de vol. Tu pars avec Flybe? Non. Je sais plus avec quelle compagnie je pars en plus. Mais du coup, je suis très inquiet. Mais merci. Mais ça va bien se passer. Je pars rassuré. Quand tu dis que tu n'aurais pas osé, tu parles de la personne qui pue des pieds? Ah ouais, j'aurais pas osé t'aurais dire. pas osé. Excusez-moi, vous puez des yep en fait. Ah mais tu dis bah ouais, tu trouves une formule. Bah oui, mais en fait, à partir du moment où tu dis vous pouvez remettre vos chaussures, c'est quand même assez clair. Le problème, c'est que si tu fais ça, après, t'as le malaise tout le voyage. Alors, tu te sens mieux comment?
avec l'odeur de pied, tu dis rien, ou avec le malaise latent de la personne qui t'a dit que tu es des pieds. C'est un malaise, mais c'est un bien voyage. pour elle, comme c'est un bien pour toi, quelque part. C'est de l'altruisme en fait. Ouais, c'est l'altruisme. Tu penses aussi bien à elle qu'à toi, tu vois. Moi, j'attends que quelqu'un d'autre lui dise. Je suis lâche. Je vais aller voir quelqu'un. Excusez-moi, vous ne trouvez pas que ton odeur par là, genre à la 52. Le scénario encore pire qui vient de popper, quelqu'un qui lui dit, et Marie qui attend, fait je confirme. Ah ouais, quel enfer. Ah ouais, non, vraiment. Le 52A, le 52A. Je sais pas le dire, je sais pas le dire, mais j'ai plus soin. Ah ouais, non, j'oserais pas. Une infection, madame, désolé. Écoutez, on va passer à la suite. Et c'est l'info déjantée, c'est parti. Info déjantée, je l'ai. Déjantée. Bah oui. Au début, j'étais en mode ouais, c'est. Mais ils sont bons. On a une équipe éditorante. Alors, on a des news, des choses qui sont sorties, des choses qui sont un peu étonnantes, des choses qui vont nous alerter. Par exemple, une Porsche. Ok, jusque-là, tout va bien. Ça m'alerte. C'est une Porsche pick-up. Ça m'alerte encore plus. Ça t'alerte Je vais te dire le prix, ça va bien t'alerter. Est-ce qu'on a des images, s'il vous plaît, la régie? Une Porsche pick-up. Ah oui, d'accord, ok. Oui, sauf que c'est une ancienne. C'est une vieille Porsche, ça. C'est ancienne, c'est une. J'espère que c'est. 924, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, 2500 heures de travail, donc c'est de la transformation là. C'est ça. Okay. C'est une transfo personnelle. Enfin, c'est pas la Porsche qui a sorti ça. Elle a 6 roues. Elle a 6 roues. Et tu peux mettre un scoot derrière. Ouais, c'est pas une Porsche. Donc c'est un travail de conversion. Hein. C'est une Porsche 944. Ah, 944, ok. Qui a donc été produite de 1984 à 1991. Le chat, vous l'aviez. Et en 95, un exemplaire a été retenu pour être transformé en pick-up en 95. Waouh. J'ai pas fait un bac S, mais il me semble que de 95 à 2023, il y a plus que 2500 heures. Pourquoi ça a pris autant de temps, je ne sais pas. 175 000 € quand même le bousin, parce que ça a un prix. Tu m'étonnes. 175 000. Mais ça, c'est le fou. Enfin, tu veux dire que c'est le travail, c'est le coût que ça va être le coût une fois fini, ouais. Ou c'est non, c'est pour l'acheter là. Non, c'est le coût de la voiture après transformation. Si tu veux ça, tu payes ça. C'est ça. Est-ce que tu veux ça, Romain? Est-ce que quelqu'un dans le chat veut ça? C'est quand même un délire. Donc, un travail de conversion qui a pris beaucoup de temps, hein, comme je vous l'ai dit. 25 ans après, finalement, le vendeur arrive au terme de cette transformation. Le moteur de série a été retiré pour y loger un 4 cylindres 3 litres emprunté à la Porsche 968. Ouais. Et le véhicule est homologué en Allemagne. D'accord. Ah, c'est allemand, ça s'achète pas. Non. Là, vous avez 175 000 € sur vous. 175 000 €. 175 000, ça fait beaucoup de ACR. Je préfère une 911 turbo, perso. Mais ou des cannes ou un truc comme ça. T'es vraiment un full collectionneur, full collectionniste de Porsche et que t'as déjà à peu près tout ce qui était possible, imaginable et de l'argent qui te gratte la main. C'est vrai, ça. C'est un shiny, ça. Voilà. Personne ne l'aura. Ah bah oui, personne ne l'aura sur toi ce prix-là, je pense. Parce que c'est laid, déjà, on va se faire. Voilà, Romain, ça achète ça. Moi, jamais de la vie. Ah, voilà. Et dans le chat, si un écusson Porsche, moi, c'est pour faire autre chose. Hein. Dans le chat, on me dit, je trouve ça ultra stylé. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Porsche a vu ça et s'est dit, c'est ça la question. On est d'accord. Bah, ils peuvent rien dire. Si, t'as pas le droit de prendre une voiture, de la modifier. Bah, j'imagine que du coup, peut-être pour ça que ça a duré aussi longtemps, il y a peut-être eu des échanges. En tout cas, t'as pas le droit de la vendre sous le badge Porsche. C'est ça. Exactement. Tu changes de badge. Tu peux présenter ça sous un préparateur. Exactement. T'as pas le droit de la vendre sous le badge Porsche. Ça dit quoi dans le chat? Détruisez la voiture. Est-ce qu'il s'est fait excommunier par Porsche? Ah ouais, donc c'est assez... Il y a peut-être une vengeance, hein, ça se trouve, il y a une sombre histoire de vengeance hein, dans tout ça. Mais... Après, comme dit Nanny, si c'est un mec qui a du fric, c'est fun, hein, c'est vrai que tu le trouves pas ça partout. Maintenant, il y a des super pick-up qui font très bien l'affaire, je trouve qu'il n'y a pas besoin de travailler là-dessus. Mais... C'est le making-of d'un mauvais épisode de Transformers, ce type. C'est vrai que vous nous montrez des dingueries là, de la régie. On va peut-être passer à un autre véhicule motorisé, cette fois-ci, qui pourrait peut-être vous appâter. Il s'agit d'un 2 roues, mais un 2 roues encore plus dangereux qu'il ne l'est à l'origine. Je vous laisse découvrir. Ils ont enlevé les roues. Oh, mais ça, c'est les mauvaises idées. C'est le club d'invention du lycée, ça. Ouais, mais ils n'ont pas évolué. Démarre ton Solex. Mais pourquoi? Il arrive ou pas? Mais pourquoi? Bien joué, frère. Voilà. Allez, on est avec toi. Bien joué. En fait, c'est un échec, en fait. Et voilà. Et c'est la fin de la vidéo. Ah non, ça marche. Ça marche.
Donc l'idée c'est de faire avancer. Déjà, qui se lance dedans, c'est Il est extraordinaire. déjà plus mort que vivant. c'est quand même beaucoup de budget pour une vidéo pas folle. Et pour une mort peut-être certaine au bout. C'est terrible, c'est terrible. Une moto à hélice. On a vu une Tom Cruise faire la même chose sans l'hélice récemment, sauter d'une moto en parachute. Ça peut avancer. Hein. Est-ce que ça nous dit ça? Bon, vrai bail, hein. J'ai déjà vu des préparateurs tester la même chose avec des vélos électriques. Donc un vélo électrique qui donc dont le moteur entraîne une hélice pour faire avancer tout ça. Et ça marche, hein, ça marche. Les problèmes évidents qui arrivent avec ce genre de choses-là. La sécurité déjà. Sécurité, freinage, etc. T'as une inertie qui est assez folle en fait au début, ça accélère pas très vite. Par contre, une fois que t'es lancé, tu peux quand même aller assez rapidement. Totalement. Mais toute l'inertie est changée, c'est rigolo. Donc c'est un youtubeur brésilien, professeur Pardal, qui donc s'est attelé à transformer ce monocylindre Honda avec une hélice. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout respectueux des normes de sécurité. Mais 30 millions de vues tout de même, ça valait peut-être le coup de se mettre en danger. Lancé à la main, évidemment, l'hélice, alors pas du premier coup, hein, ça prend plusieurs temps. Eh bien, sachez que cette invention n'est pas récente, c'est quelque chose qui avait déjà suscité des passions à la fin du 19e siècle. Et oui. C'est une sorte de rame, voilà. Mais il y avait déjà Ernest Arc-Deacon qui avait tenté le pari de mettre une hélice sur un 2 roues. Une innovation qui ne sait pas vraiment si ça s'est concrétisé par quelque chose de... bref, on les a pas eu au téléphone. Du coup, non, ils t'ont pas donné. On nous a pas dit s'ils sont sortis vivants de cette expérience, mais en tout cas, ce sont des innovations qui ont contribué à développer l'aviation, à développer plein de choses. T'en veux pas avec, quel est l'intérêt? C'est clair. Après, il faut toujours des pionniers. Hein. Il faut des pionniers. Là, eux, c'était des pionniers. Ceux de la vidéo d'avant, est-ce qu'on peut parler de pionniers? C'est un autre débat. Non, mais lui, c'est un pionnier. Hein. J'ai retrouvé le vélo à hélice, si vous voulez. Ah, je l'ai mis à côté de la moto à hélice. Voilà, ça marche, on va dire pareil, mais ça fait moins de bruit quelque part. Tout simplement, tu hacks globalement ta transmission et plutôt de la relier à la roue arrière. Voilà, hop, tu la fais passer par en haut, tu fais tourner une hélice. Tu vois, ça fait avancer un vélo. Hein, ça marche. C'est vrai. C'est affreusement moins efficace que... ça jette moins au premier regard, tu vois. Ça marche, hein. Je suis pas sûre que tu puisses asseoir ton gamin à l'arrière. Non, tu peux le fla. Voilà. Mais bon, voilà, si l'envie vous en... Des squats, quoi. Si l'envie vous en donne, vous pouvez faire beaucoup d'efforts pour avancer pas très vite. Mais être stylé avec une hélice derrière. C'est visuel. La vidéo d'avant qui commence avec le sac plastique qui se cale dans le truc. Je trouve ça génial. Faut pédaler quand même, oui. La régie, ils ont avancé, il fallait pas. On nous dit que ça fait un peu Miyazaki, c'est vrai. Bah oui, Miyazaki, il y a un vélo qui vole. Et ça aussi, sur YouTube, ils l'ont testé, ça peut marcher. Tu peux planer un petit moment. Oui, en entraînant avec la force de tes jambes, une hélice. Vraiment, il faut vraiment un truc très très léger et tu vas surplaner un peu, tu vois, mais tu vas pas voler pendant 150 ans, mais ça marche. Tu peux lancer un véhicule dans les airs en pédalant. Attends, c'était dans quoi? C'était dans Kiki la petite sorcière, non? Ouais, il me semble que c'est ça. Je vois. Un vélo, cette fois-ci. Un vélo qui peut-être saura te séduire. Ah oui? Peut-être. Est-ce qu'on a une image? C'est un vélo particulier. Est-ce qu'il marche sur l'eau? C'est un vélo déjà. Un vélo cargo, ok. Vélo cargo? Vélo déneigeuse, génial. Déneigeur, incroyable. Ah oui. Pour déneiger les pistes cyclables. Écoute, déneiger un peu tout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une énorme vague de froid qui a touché l'Amérique. Ouais. Il y a eu beaucoup. J'y étais durant la vague de froid. Ah ouais. C'est vrai. Non, là, tu étais en décembre, là. J'y étais, ouais. Alors, c'est aussi horrible que ce que tu as annoncé? Ils comptaient les morts tous les jours, quoi. Mais ça allait. À New York, il faisait moins 14. Ouais. Ressenti moins 50, moins 40. Ressenti moins 15. Mais c'est surtout Détroit, Canada, dans le nord de... Là, il faisait très très froid. Qui c'est qui s'est dit je vais pas
partir pour le jour de l'an à Toronto. À Toronto. Ah, toi aussi, tu y étais. Il faisait moins 30. Hein. Moins 30, ressenti moins 30, 100. Mais moins 30. c'est vraiment, tu mettais la main dehors, elle est morte. Donc c'était vraiment... Moins 30. Ouais, c'était costaud. Ah, ça marche bien. Ben ouais, en plus, ça a l'air de marcher. Écoute, c'est un monsieur de Colombie-Britannique âgé de 33 ans, du nom de Phil, qui, du coup, travaille comme réparateur d'appareils électroménagers. Il a une petite entreprise de conversion de vélos traditionnels en 2 roues électriques, donc c'est totalement dans l'air du temps. Et pour s'adapter aux conditions extrêmes de cet hiver particulièrement rigoureux, il a décidé de transformer son vélo cargo électrique en chasse-neige. Donc là, on est totalement au Canada. Il glisse quand même pas mal. Hein. Il glisse pas mal. Alors, pour faire ces espèces de lames, il a découpé un fût de 200 litres en polyéthylène. Ok, let's go. Il les a assemblés pour former une étrave de déneigement. Et ensuite, il a fixé cette dernière sur la caisse de chargement de son 2 roues grâce à un support relevable fabriqué en bois. Donc hyper ingénieux. Et du coup, il a parcouru plusieurs kilomètres de route recouverte d'une neige hyper épaisse pour se rendre jusqu'à son restaurant vietnamien préféré. Il commandait quelques plats. Il fallait vraiment avoir la dalle. Voilà. Et il a quand même pu aller à une vitesse dépassant 20 km/h. C'est tendu quand même, parce que mine de rien, même si tu retires la neige, en dessous, ça reste gelé et souvent ça glisse. De ouf. Il aurait mieux fait d'y aller en vélo neige, parce qu'il y a des vrais vélos, des fat bikes qui permettent de rouler dans la neige avec des grosses roues immenses. Ça fonctionne, mais j'avoue que le concept de la déneigeuse est sympa. J'ai un respect pour l'aspect géo trouve tout du mec. Moi aussi. Moi surtout, j'ai un respect pour l'aspect projet mission. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Je sors manger. Incroyable. Ah ouais. Il est bon bricolo, le mec, à mon avis. Ouais, non mais. Il est bricolo, franchement, tu dois en chier quand même. Ouais, voilà, oui. Je vous avoue, j'ai pas vu beaucoup de cyclistes au Canada. Hein. Ah ouais? Non. Bah, moins 30, sûrement pas. Mais personne. Aux États-Unis, il y a des. À New York, il y a des vélos partout, mais c'est des vélos électriques. Et évidemment, c'est les Américains. Des vélos électriques où tu pédales pas. En fait, ça s'appelle pas des vélos, quoi. C'est une moto. Mais globalement, tous leurs vélos électriques, ils les ont hackés pour avoir un interrupteur sur la poignée pour que tu accélères comme une trottinette. En fait. Et du coup, ils pédalent jamais sur leur vélo électrique. Ils ont double batterie, ils pédalent pas. Mais comme ça ressemble à un vélo, pour l'image, et que c'est électrique, c'est pas pour l'image, c'est pour emprunter les pistes cyclables. Pour ça, ils en prennent toutes les pistes cyclables de New York et ils font leur livraison à les pistes cyclables qui sont ultra déblayées. Il y a pas de monde, il y a tout ça. Mais par contre, leurs vélos, ils sont partout. Il y a pas de jamais ils pédalent, jamais. Bon, par contre, par moins 10, ils étaient dehors et ils y allaient. Mais c'est vrai que le fameux vélo où tu pédales pas. Bah écoute, vraiment, moi à Toronto, je n'ai vu aucun 2 roues. C'était vraiment que des gros pick-up bien essence. Et même les livreurs Uber Eats en voiture. En giga 4x4. C'est pas du tout le mood, j'ai même pas vu de piste cyclable. C'est un giga Tchad le mec là quand même. C'était pas trop l'ambiance de la ville, quoi. Visiblement le 2 roues, donc c'est pourtant en Colombie-Britannique que ça se passe. Et on va passer à la prochaine news. On a un client mécontent, une Karen comme on les appelle dans le jargon. Il s'agit d'un client dans le Central Hotel de Shanghai et visiblement il s'est passé quelque chose. Je vous laisse découvrir. Ah! Oui. Alors attends, qui est mécontent, le client ou l'hôtel? Parce que là, je regarde l'image et je me dis... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'introduction de l'article, c'est il ne trouvait pas du coup son ordinateur portable. C'est le GPS, le tableau de bord de la voiture qui a lâché? Non, il est juste rentré dans l'hôtel avec sa voiture. C'est tout? C'est tout. Il n'est pas content, le monsieur. Il s'est dit, la porte, j'en ai rien à foutre. Les gens, j'en ai rien à foutre, je vais rentrer et ça va passer. Ah ouais, il y a la vidéo, il y a l'image. Voilà, ok, stationnement. Très bien. Ah, il a été au bout. Ah ouais, je pense qu'il avait soulevé 2-3 terre-pleins avant quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a éclaté sa caisse. Et après, il repart. Non, c'est... Est-ce qu'on est sous l'emprise d'alcool là? Je sais pas.
Là, c'est plus de l'alcool, c'est du LSD, j'en sais rien. Ça fait penser à la scène dans le Loup de Wall Street, avec DiCaprio qui pense qu'il a ramené sa voiture en super état et à la fin, tu la vois le lendemain éclater. Elle est défoncée. On nous dit prison là. Ah oui, je crois. Hein. Voilà, oui. Je crois. Et on nous dit dans le chat. Il y a plusieurs angles de vue en mode rien à battre. On avait volé son ordi. Non, mais quand même. Peu importe à quel point vous n'êtes pas content, vous ne faites pas ça. Vous ne rentrez pas dans un lobby avec votre voiture. C'est vraiment ça l'explication. On lui a juste volé son ordi. Son ordinateur, là, l'article ne dit pas qu'on lui a volé. Alors, son ordi, apparemment, on l'a pas volé. Mais vu qu'il ne retrouvait pas son ordinateur portable, eh bien, il est revenu. Mais quelle est cette diablerie? Il a ruiné sa caisse, en fait, au final. Une Audi A5 cabriolet. Il a ruiné sa caisse. Peu importe le message que tu veux envoyer, tu as ruiné ta caisse, mec. C'est ça. 0 pointé. C'est ça. Et tout le monde ne rendra pas ton ordinateur portable. Au contraire, ça te coûtera beaucoup plus cher, quoi. Parce qu'il y a les dégâts de l'hôtel plus les dégâts de ta caisse, quoi. Donc, puis en plus, à l'époque actuelle, c'est un coup à se faire abattre ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est clair. C'est un coup pris pour un terroriste, j'en sais rien, mais c'est fou. C'est vrai. Donc après, c'est bien de pouvoir déceler les fous. Hein. Chacun sa manière de déceler un fou. Là, ça permet Regarde, là, ils essayent de le faire sortir puisque ça a duré un bon moment. Il a carrément joué au bowling dans le hall. Et l'histoire ne nous dit pas si effectivement l'ordinateur portable était encore dans la chambre, s'il était rangé dans son coffre. Bref, on ne sait pas s'il l'a retrouvé. Non, pardon, il était là. Excusez-moi, pardon. Pété un plomb. Désolé, non. De manière totalement gratuite. D'accord, ok. Bon, bah. Il n'y a pas de saison, quoi. Il n'y a pas de saison. Et on va terminer cette chronique avec des vidéos que la régie et l'équipe Adito a trouvées pour nous. Je vous laisse vous délecter de leurs trouvailles. Garé. Yes. Garé. Solide, mon gars. 100% garé. Hein. Il est bien. Il a. Franchement solide. Il a failli tuer un passant, emboutir une voiture, éclater deux caisses stationnées. Il a besoin de faire demi-tour. Au final, il y avait 3 risques potentiels. Aucun n'a été déclenché. Quel homme. C'est le meilleur des scénarios, mais ne faites pas ça, en fait, chez vous. Rip les cardans. Avec la Porsche Pick-up, c'est un peu plus compliqué à faire. Ça aurait pu être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne faites pas ça. Oh. Est-ce que ça a poussé un peu? Ils veulent pas passer, là? Alors peut-être. Non, on est d'accord qu'ils ne veulent pas passer. Alors peut-être. Non, ne filmez pas le pont comme si c'est... Quoi? C'est pub de produit pour des chips, c'est façon de produit, ouais. Non, ils ne veulent pas passer. C'est sûr qu'ils ne veulent pas passer. Voilà, on t'explique que non. Hein. Non, il va pas faire ça. On t'explique que non. Hein. Non, mais... Vraiment, on t'explique que non. Hein. Pourquoi vous vous levez, vous décidez d'être con, quoi? Je pense que là, il y a délibérément une bêtise. Et là, c'est impossible. Voilà. Allez. Et c'est parti pour la croisière. Voilà, puis en plus... abruti, fini. Mais en plus, je crains pour sa vie, là, maintenant. Alors, il n'ira... Lui aussi, je pense, à ce moment-là. Spoiler alert, il n'ira jamais en face. C'est bon, c'est dégagé. Ouais, c'est bon, c'est dégagé. Regarde devant toi. C'est terrible, c'est terrible. Il va bien, évidemment. Oui. La voiture, par contre, l'Audi A3, là, elle va pas bien. Non, il va bien, mais il n'est toujours pas allé dans la rue. Non, clairement pas, mais ne faites pas ça, c'est... Voilà. Il y a des gens, parfois, tu te demandes... Après, peut-être qu'ils font ça pour les vides. Il avait une quattro. Il avait une quattro. Je sais pas si c'est pour les vues, tu risques ta vie et celle de ceux qui Non, j'ai vu dans son regard, en mode, il était ok, c'est bon, ça passe. Ouais. Parce qu'il a emmené, t'as vu, il a emmené en éclaireur quelqu'un pour regarder de l'autre côté si c'était bon. Donc il a pris ses précautions. Et de l'autre côté, il lui a dit, c'est bon, moi je suis passé par le pont. Et du coup, il dit, bah c'est bon, si elle est passée, moi je peux passer. C'est logique. Il y avait un pont quand même dans l'histoire. Tu noies ton moteur en 2 secondes. Tu noies tout, puis tu mets en danger les équipes de secours. Oui, tout ça pour TikTok, effectivement. Ça soit sponsorisé par une belle marque de chips. Ça me rappelle les épisodes de Top Gear où ils avaient des ponts, enfin des rivières à traverser. Et pour traverser les rivières, ils ont construit littéralement des ponts. Ou des radeaux, une fois. Ou des radeaux, exactement, pour pouvoir transporter les voitures à l'autre bout des rivières. Là, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, il y a des assurances. En plus, quoique on sait parfois que sur Top Gear, les assurances, elles ont lâché. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même une autre voiture derrière. Oui, qui attend. On va voir s'il passe. Voilà. Je vais rester là tranquille. C'est ça. Ah yes, non, le mec avait pied, donc c'est bon. Ouais, la preuve. Il y a rien à faire. Non, mais c'est sélection naturelle. On ne sait pas trop où c'était, mais bon, voilà. Et on a une dernière vidéo, peut-être? Ok. Oh là. Ah bah, elles font une petite danse. Oh, c'est... Ouais.
Il y en a une qui va perdre le contrôle. Il y en a une qui va perdre le contrôle. Oh là là, mais c'est... Pourquoi non, d'accord, juste elle s'amuse. Bon, ok. En fait, l'histoire ne dira pas jusqu'où c'est allé, mais ouais. Est-ce que c'était une danse? Est-ce qu'ils se sont crus sur des potes truc qui de s'amusent un NASCAR? petit peu en voiture. Si c'est ça, ça va. Ouais. Si c'est dangereux. Non, si c'est deux personnes qui sont en bisbille depuis le début, tu me laisses pas passer, tu me laisses pas la prio. Ça n'avait pas l'air d'être ça. Non, ça a l'air d'être des gens qui s'amusent, quoi. Ah, ça, je suis fan, par contre. Ça, voilà. Ça, je survalide. Et voilà le Ok, oui, voilà. Ok, je valide vachement moins, en fait. C'est rigolo, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Comment et là fait le bruit d'impact est quand même assez conséquent. Ça m'a plu. Vous rigolez, mais actuellement, cette personne a un coup en caoutchouc. Mais c'était drôle. C'était drôle. Ouais. J'étais là en mode, oui, on espère que tout le monde va bien. Remets. Elle était pas mal, celle-là. Elle était pas mal. On va passer à la suite de cette émission et ça s'appelle Arrêt au stand. C'est piloté par Romain. Jingle. Piloté, joli. On est dans un champ lexical, ouais. Arrêt au stand, c'est l'actu des courses. Bah oui, on s'était dit que c'était pas mal de faire une petite actu sport auto maintenant, même si là on est dans une période de creux au niveau de la course Formule 1, MotoGP, mais il s'est passé des belles choses. Bah oui, quand même. Bah oui. Alors déjà, mention spéciale pour Sébastien Ogier, hein. Là c'est pas vraiment dans la chronique parce que c'était ce week-end, mais on a un gars quand même qui a gagné pour la 9e fois de suite le rallye de Monte-Carlo. Incroyable. Un grand génie, pour la petite anecdote. Ça fera sûrement l'office d'une chronique complète ou d'un dossier un jour, mais en plus Sébastien Loeb lui a dit à charge de revanche. Et on a quand même 2 pilotes extraordinaires en France. On a plein de pilotes extraordinaires, mais en rallye, entre Loeb et Ogier, c'est canon. Et, ils ont tous les deux battu 2 records en ce début d'année. Exactement. On va en parler du record de Loeb. Mais gros big up à Ogier, bravo à lui. Mais évidemment, on parle du Paris-Dakar. D'ailleurs, non, pas du Paris-Dakar. Du Dakar. Du Paris. Tu vois qu'on est vieux, hein, franchement. C'est là qu'on voit qu'on est vieux, exactement. Donc ouais, première grosse actu de cet hiver, le Dakar 2023, qui est toujours un petit peu la grande course et la grande cérémonie de sport automobile, moto, camion, buggy, et en plus il y a de plus en plus de catégories. Honnêtement, pour les non-aficionados, c'est très dur de suivre toutes les catégories, de savoir tout ce qu'il y a. Nous, aujourd'hui, je vous propose qu'on se focus sur les catégories phares, qui soient les catégories auto, moto. Voilà, on va parler un petit peu de quad et un tout petit peu aussi de buggy, parce qu'il y a des performances un peu cool. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le Paris-Dakar a été créé en 1978 par un certain Thierry Sabine. Monsieur Thierry Sabine s'est malheureusement tué dans le même accident que le chanteur Lavoine, l'accident d'hélicoptère sur une édition du Paris-Dakar dans les années 80, je ne sais plus exactement. Initialement, le Paris-Dakar, comme on l'appelait à la base, partait évidemment de Paris dans une très belle cérémonie place de la Concorde le 31 décembre. Je l'ai fait une fois, c'était extraordinaire, toujours un super meeting. Depuis quelques années, le trajet n'est plus du tout le Paris-Dakar. Pour info, depuis 1978, il a eu lieu tous les ans. Et ça, quand même, c'est une belle chose, sauf en 2008. Année exceptionnelle où le Paris-Dakar n'a pas eu lieu, mais depuis 1978, c'est non-stop. Donc déjà, une belle organisation. Depuis 2009 jusqu'à 2019, ça se passait en Amérique du Sud, avec le succès réel et sincère au niveau télégénique et au niveau spectateur, mais pas mal d'accidents, quelques soucis au niveau de l'Argentine. Il passait par l'Argentine, le Chili, il faisait tout un trajet. C'est la mort au tournant. Il y avait souvent des accidents, et donc depuis 2020, et pour la 4e année consécutive, cette année, ça se passait en Arabie Saoudite. On vient de voir le tracé. Alors le tracé partait de la mer Rouge, traversait le désert, traversait des paysages extraordinaires pour arriver en face de l'île de Bahreïn, à Dammam. 15 jours plus tard, c'est un super... Voilà, on voit le trajet, vous voyez, il y a des belles boucles, des paysages extraordinaires. Honnêtement, pour avoir regardé de temps en temps et quelques images et quelques vidéos de rediff surtout, les images étaient extraordinaires. Vraiment, ça c'est la beauté de cette épreuve, c'est qu'à un moment, tu vois des paysages fantastiques. Mais on va parler beaucoup de paysages aujourd'hui parce que dans le dossier d'après, on parlera aussi de beaux paysages. Alors, bon, pour parler très rapidement, en auto, le succès de Nasser Al-Attiyah était pas trop surprenant, hein, c'était le big favori de l'étape, 5e fois sa carrière qui réussit la performance de remporter le Paris-Dakar en auto. C'est ça compète.
Ouais, c'est ça qu'on fait. De toute façon, il est super fort. Voilà, il connaît. Il est au-dessus du lot, voilà, on le voit derrière. En revanche, la performance, c'est qu'il réalise le plus gros écart avec son poursuivant de plus de 1 heure, c'est-à-dire 1h21 minutes. En revanche, le poursuivant, on le connaît, puisque justement, c'est Sébastien Loeb. Comme tu l'as dit, Sébastien Loeb, toujours là, toujours présent, trop fort ce mec. Moi, je suis un fan absolu de Sébastien Loeb. Il réussit, malgré le fait d'avoir finalement perdu le Paris-Dakar, fini deuxième, ce qui est déjà génial. Il réussit la série de victoires la plus importante de l'histoire du Paris-Dakar, à savoir 6 victoires d'étape consécutives. Il en a remporté 7 au total. Et ça, chapeau l'artiste, parce que c'est pas facile d'avoir une régularité là-bas. Alors, il faut être aussi épargné par les pannes mécaniques, tout ça. C'est exactement ça. Ouais, mais je pense que Loeb a une telle connaissance de son auto qu'il anticipe aussi. Il est vraiment au-dessus du lot. Alors, il perd le Dakar quasiment jour 2. Exactement. Donc, c'est terrible, tu vois. Vivement l'année prochaine, quoi. Voilà, c'est ça. Il a une revanche à prendre et bon, moi, je mettrais bien un petit billet sur lui. Passons maintenant rapidement à la moto. Alors là, c'est l'inverse, un dénouement encore plus fou. Tu as peut-être suivi. Ouais. Là, cette fois-ci, ce n'est pas le record d'écart le plus long, mais le plus court, 43 secondes entre le premier et le deuxième. Et ça, sur une épreuve de 15 jours, il faut avoir conscience quand même, c'est phénoménal, c'est rien du tout. Donc victoire pour Kevin Benavides qui devance et qui déloge du coup Toby Price, mais vraiment, vraiment super performance et 43 secondes à la dernière épreuve, c'était 43 secondes, 8000 km, rendons-nous 8500 km, c'est ahurissant, le niveau. Énorme. En fait, le Paris-Dakar au début, dans les années 70-80, c'était des fous. Après, ça a été un laboratoire. Il y avait cette image, je ne sais pas si vous connaissez, certains ont vu cette image, pour les plus anciens ou les plus tarés d'entre nous, les plus aficionados, de la voiture de Harry Vatanen qui est à 220 ou 230 dans les dunes. Et là, tu as un camion, à l'époque où les camions avaient commencé. Vous l'avez vu cette image du camion double cabine. Vous avez 2 camions entre eux. Et tu as le camion qui trace tranquille. Et Harry Vatanen qui est choqué de voir le camion parce qu'on était dans une période, c'était aussi la période du groupe C en rallye, où on était sur la surenchère. Mais ces courses-là, c'est du rallye, bien sûr, mais c'est avant tout du laboratoire technologique. C'est hallucinant. Il y a de plus en plus de voitures électriques, de plus en plus d'innovation, de sécurité. Au niveau de GPS, c'est pareil, c'est des laboratoires et c'est extraordinaire. Et voilà, 43 secondes entre 2 pilotes de moto après 8500 km, c'est quelque chose de génial. Petite mention. Et apparemment, je lis que c'est considéré comme le rallye raid le plus difficile au monde. C'est le plus dur au monde, bien sûr. Le plus difficile parce que les conditions d'assistanat et de soutien, en gros, tu crèves, tu dois te débrouiller tout seul, quasiment. T'as un peu d'assistance, mais on ne vient pas tout de suite t'aider. T'as des balises à déclencher. Lorsqu'il t'arrive malheur, on peut galérer à te trouver parfois. Bien sûr, c'est une course d'orientation aussi, mine de rien. Et c'est une course punitive parce que généralement, quand ça se passe mal, ça se passe vraiment mal. Pour le pilote, il n'y a pas d'alternative. Oui, peut-être que quand on ne te retrouve pas sur plusieurs jours, même ne serait-ce que quelques heures, généralement ça se termine jamais très très bien le Dakar pour ça. J'étais en plein désert. C'est la plus dure pour ça. Aussi, oui, les conditions sont extrêmement rudes. Puis, là, on a vu des images. Il y a un moment, ils sont dans le désert, donc il fait très chaud, et il se met à pleuvoir des cordes. Et t'as des mecs, tu vois les images, ils sortent des cordes, ils tirent leur buggy avec des cordes et tout ça, ils tombent dans la flotte, dans des courants. Et après, tu te dis que le mec il repart. Donc ça veut dire que pendant des heures, il est trempé. Enfin bref, c'est une vraie aventure. Je pense que humainement, c'est quelque chose de génial. Mais c'est des passionnés. C'est ce qu'ils disent à chaque fois quand tu les écoutes. Ils disent on y va, c'est la passion. Ils sont conscients des risques, conscients des conditions difficiles, conscients encore. J'ai pas trop suivi cette édition-là, mais régulièrement le Dakar est endeuillé, toujours. Voilà, au tout début d'épreuve, au milieu, parfois même à la fin. Et voilà, ils disent malgré ça, malgré tous les risques. La corde à droite là. Voilà. Oh la vache. Malgré tous les risques, en plus c'est tellement compliqué pour certains d'y aller. Il faut avoir le financement, le sponsoring, payer sa participation, etc., payer son matos. Donc, chapeau à eux parce que c'est des vrais passionnés. Ouais, puis je pense qu'en plus, on est tous un peu. Moi, j'aimais bien quand ça partait de Paris, que c'était le Paris-Dakar, mais au final, ça ne peut plus se faire pour plein de raisons, et c'est très bien que ça continue d'exister. Ouais. Alors, beaucoup disent oui, mais il faudrait que ça change. Que ça change de nom. Peut-être, mais au final, ils appellent ça maintenant le Rallye Dakar, et c'est très bien. Et le Dakar, le Dakar, c'est tout. On sait que c'est le rallye raid le plus dur au monde. C'est une marque maintenant, le Dakar. C'est une marque. Comme le Tour de France. Le Tour de France ne part pas de France maintenant. Les gars, Koh-Lanta. Spoiler, voilà. Tu as Koh-Lanta. Ah bon? Ah non. Pareil, comme Pékin Express. Petite mention très rapide sur la partie SSV, qui sont des petits buggy, puisqu'on a c'était l'année des records. On a le plus jeune vainqueur de l'histoire du Paris-Dakar, ou du Dakar du coup, qui est le Polonais Eric Goksal, 18 ans.
18 ans le gamin, il gagne le Paris-Dakar, donc le Dakar, excusez-moi, en SSV. Et pour la petite histoire, ce qui est super cool, c'est que son père fait aussi le Dakar, aussi en SSV, et finit 3e sur le podium. On a le père Marek Goksal et le fils Eric Goksal. Et ça, c'est une jolie histoire de famille. Et il y a des super images où tu les vois à la fin, bien sûr, qui tombent les bras l'un dans l'autre. Et franchement, je trouve que ça, juste pour la petite anecdote, c'était sympa. Ouais. On va parler aussi rapidement du quad, parce qu'il y avait la revanche annoncée. C'est vrai qu'il y a du quad. Il y a du quad aussi. Il y a du quad. Non, il faut être tout les catégories, il faut vraiment. Et en quad, ce qui était sympa, c'est qu'était annoncé le match retour France-Argentine, puisque les deux favoris étaient Manuel Andurard, qui est donc argentin, et Alexandre Giroud. Donc un Giroud, en plus, c'est rigolo. Oui. Alexandre Giroud, qui a été donc vainqueur en 2022, Andurard en 2021, et donc c'était la revanche annoncée. Et Cocorico, c'est Giroud qui l'a remporté. Bravo. Donc premier doublé d'ailleurs, doublé consécutif, c'est très rare au Dakar. Quelqu'un qui gagne 2 fois de suite. Donc bravo à lui. Et voilà. Alors quelques petits chiffres qui sont quand même assez intéressants. Sur un total de 355 véhicules engagés, uniquement 235 sont arrivés au bout. Ok, c'est un petit tiers resté sur le côté, ça va. 80 motos sur 121 au départ, 10 quads sur 18, 46 autos sur 67, 39 buggy, donc SSV sur 45, 38 proto légers, c'est une catégorie de buggy mais avec des libertés de tests laboratoire un peu plus fun, et 22 camions. Donc au final, c'est effectivement le même ratio que chaque année, mais c'était une très 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 belle épreuve, et comme beaucoup l'ont appelé, c'était l'année des records, donc c'était rien que pour ça très sympa. Moi, j'ai vu surtout rouler les Audi e-tron sur le Dakar. Franchement. T'en as pensé quoi? T'as regardé un peu, ouais? Bah, j'en ai pensé que Sainz s'est retourné, mais à part ça, ça marche. Ça marche très très bien. Hein. Ça marche. Ouais. Et c'est 100% électrique. De plus en plus de voitures. Et ça fait 200 bornes dans le désert, sans souci. à fond. Alors après, tu as vu comment ils marchent, les amortisseurs, hein. Il y a de la récupération partout là-dessus, mais c'est des prouesses technologiques. Et je pense que dans quelques années, la majorité des voitures du Dakar, seront électriques. Et c'est génial, parce que tu te dis, ok, quitte à faire des courses, mais ça me fait un super lien avec le dossier sur l'Extremi qu'on fait juste après, mais quand tu fais des courses dans des lieux un peu fous comme ça, tu te dis, faut que ce soit électrique, parce que déjà, au niveau de l'empreinte carbone de l'événement, c'est pas fou. Donc si tu arrives déjà à réduire avec des voitures électriques, ça peut être très sympa. Et comme tu dis, là, ça n'a pas vraiment été forcément le cas, mais je suis persuadé qu'arriver à un moment, ce sera même plus fiable en fait une voiture électrique dans le désert qu'une voiture thermique. Donc à voir. En tout cas. GG Audi, alors qui n'a pas emmené toutes ses voitures jusqu'au bout quand même, mais franchement pour une tentative, j'aurais pas donné cher d'eux, et pourtant ça a de la gueule. Ça a de la gueule en plus. Ça a de la gueule, mais c'était depuis 2015 qu'il commence à y avoir des voitures électriques, des buggy électriques. C'est pas une première, mais quand même. Mais il y en a de plus en plus chaque année, donc ça c'est la bonne nouvelle, effectivement. Et merci pour la transition, puisque la deuxième partie de la chronique, on va bien sûr évidemment parler de Formula I. Je vous ai fait une chronique et un dossier sur la Gen 3 juste avant les vacances pour vous annoncer justement la première course de la saison de Formule E. Première course de la saison qui a eu lieu donc la semaine dernière au e-Prix de Mexico. Alors e-Prix, on ne dit pas Grand Prix, on dit e-Prix pour le côté électrique. Ouais. Alors moi j'étais très déçu de quelque chose, c'est que le e-Prix de Mexico a déjà eu lieu. Et le tracé a changé. Et moi, j'aurais absolument voulu comparer le temps de la Gen 3 avec la Gen 2. Ah oui, je vois. On va attendre, il n'y a pas de souci. La plupart des autres courses de la saison sont sur les mêmes catégories, sur les mêmes tracés, donc on va pouvoir très très vite comparer. Petite information, les premiers retours sur la Gen 3 sont canons. Les pilotes disent qu'elle est super à conduire. Elle a été relativement fiable pour une version où ça essuie les plâtres. Et surtout, ce qui est, à titre personnel, j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est qu'elle permet, comme annoncé, des bagarres beaucoup plus folle. Avant, l'ergonomie de la voiture permettait beaucoup moins les batailles roue dans roue. Là, on a eu des belles bagarres, des vitesses de pointe intéressantes, des belles courbes. Franchement, c'était relativement canon. Voilà, honnêtement, il faut le dire. On commence, comme je l'avais annoncé et l'espérais en dossier, on commence à arriver sur une catégorie qui devient vraiment, vraiment fun. Alors, on ne va pas faire le détail de la course. À noter juste que les motorisations Porsche, parce que je vous avais expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, que 80% de la voiture était commun, mais les écuries pouvaient choisir d'utiliser différents types de motorisation, comme en F1 où tu as Mercedes, Renault, là c'est pareil. Et là, c'est clairement les motorisations électriques Porsche qui ont brillé, puisque les deux vainqueurs sont notamment sur des motorisations Porsche. Alors, le grand vainqueur de l'étape, c'est Jake Dennis sur l'écurie Andretti, donc, comme on l'a dit, une motorisation électrique
Porsche, qui a vraiment écrasé la concurrence. Alors en qualification, c'était l'ancien pilote de F1 et l'ancien champion de FE, Luca Di Grassi, qui avait signé la pole, qui a ensuite été assez vite, dès le 12e tour, dépassé par Jake Dennis et qui ensuite a roulé libre vers l'arrivée. Une voiture de sécurité entre les deux et le rapprochement du troupeau n'ont rien pu faire, puisque Jake Dennis, à la fin, finalement coupe la ligne d'arrivée avec 7 secondes d'avance sur Pascal Wehrlein, qui s'était lui-même défait de Di Grassi, qui finit donc 3e. Alors là, vous venez peut-être de voir, pour ceux qui ne connaissaient pas, dans l'image précédente, vous avez vu une zone rouge à l'extérieur du virage. En expliquant très très rapidement, dans les courses, vous êtes obligé de charger une sorte de boost que vous prenez en passant justement sur les zones qui ne sont pas la trajectoire idéale, bien au contraire. Alors ça a deux intérêts. Déjà, ça charge un boost que tu dois utiliser. C'est du jeu vidéo. C'est du jeu vidéo. Mais surtout, ça t'oblige à choper une trajectoire qui n'est pas idéale. Donc ça encourage le dépassement, parce qu'en passant à l'extérieur, tu vas te faire doubler à l'intérieur. Donc ça a l'intérêt de rajouter du spectacle. Du spectacle, exactement, qui est tactique, parce que tu charges un boost que tu peux utiliser. C'est ça. Donc c'était vraiment une belle course, honnêtement. Le circuit de Mexico est en plus un circuit qui n'est pas urbain, donc avec finalement des pistes un peu plus larges. Il y a eu des belles bagarres. Vivement la suite. Pour le côté un petit peu cocorico, malheureusement, Jean-Éric Vergne, qui est quand même un super pilote, qui a d'ailleurs été déjà champion en Formule E et ancien pilote de F1. De fiabilité. Exactement, finit 12e. Sacha Fenestras finit 15e. Mais la saison est encore très très longue. Et comme en F1, une première course n'est pas toujours représentative de la saison en entier. Voilà pour la Formule 1. Pas du côté de Ferrari qu'on dira l'inverse. Exactement. N'est-ce pas ? Et je voudrais terminer ce petit dossier par une page un peu plus triste, mais je pense qu'on ne peut pas parler de sport auto cet hiver sans faire un petit RIP à Ken Block, que les plus aficionados de sport auto connaîtront forcément. D'ailleurs, ça mériterait un petit dossier un jour sur Ken Block. Beaucoup de personnes m'ont demandé qui c'était, moi. Pour faire simple, c'est un homme d'affaires, un riche homme d'affaires américain qui est un gars qui faisait des prouesses extraordinaires en automobile, plus typé drift, rallye, tout ce genre de prestations, mais qui était surtout avant tout un showman. Je vous invite à regarder quelques vidéos sur Internet, ce qu'il était capable de faire avec une voiture. C'était vraiment, vraiment hallucinant. C'était un mec, il a fait des très belles choses, et c'était un super showman, et malheureusement, il est décédé au guidon d'une motoneige cet hiver. Et oui. Et les sports d'hiver qui nous en ont tellement pris aussi, des talents. Exactement. Tu te dis toujours que, c'est un pilote officiel Hoonigan. Tu te dis toujours que c'est comme Schumacher, par exemple, qu'un mec qui a réussi à affronter des situations de danger les plus folles. Et l'accident le plus con qu'il puisse y avoir, l'a mis dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Exactement. C'est toujours pareil. C'est des mecs, quand ils sont dans une situation où ils maîtrisent le risque, ils le prennent, mais ils le maîtrisent, ils le choisissent. Et finalement, c'est comme l'accident domestique. Ça arrive alors parce que tu fais pas attention. Enfin, c'est toujours pareil. Donc voilà. Mais je ne pouvais pas terminer cette page et cette chronique sans dire RIP Ken Block. Merci beaucoup, Romain. On a une question dans le chat. Preda qui demande, pensez-vous qu'on verra un jour des circuits full électriques avec peut-être la possibilité de charger en sans contact via un système sous le goudron et ainsi avoir des courses d'endurance? J'ai une réponse à apporter à ça. Il y a un prototypage qui est mis en place par la société Qualcomm. Il y avait eu un travail là-dessus sur les premières générations de Formula I. Et alors, c'est très intéressant et pareil, super idée pour un prochain dossier. On pourra en discuter avec un ingénieur que j'avais rencontré de Spark qui avait travaillé sur ces sujets-là. Et pour le coup, pour l'instant, il y a trop de perditions et surtout trop d'infrastructures à créer. Mais dans un futur proche, complète, quoi. Exactement. Dans un futur proche, pas sûr. Dans un futur un peu plus lointain, pourquoi pas. Et même certains, pour aller encore plus loin, envisager de ça pour des routes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poids étant l'ennemi de la consommation, le fait d'embarquer les batteries, de se rajouter 400 ou 500 kilos de batterie, c'est pas très intelligent. Donc si l'énergie est dans la voiture et que tu as une borne qui te permet juste de t'emmener à la recharge suivante, ça peut être une... On consommera moins, en effet. Il y a des solutions à réfléchir. De checkpoint. Finalement, exactement. Système de checkpoint, exactement. Mais très bonne la sortie, chérie. Pas de checkpoint. On va s'arrêter sur pas côté. Sinon, il y a le train. Oui, parce qu'après, c'est sur des rails, finalement. Donc, on est d'accord. Sinon, il y a le train. Course d'endurance de train, on peut l'envisager aussi. Là, les checkpoints sont sûrs. J'ai une petite anecdote à vous partager. Un personnage de série qui a grandi avec la plupart d'entre nous, avec une famille totalement dysfonctionnelle,
quoique très attachant. Malcolm. Malcolm, effectivement. Ah oui. Alors, savez-vous quelle est l'histoire derrière le prénom Malcolm? Pourquoi, finalement, ils l'ont appelé Malcolm? Je pensais pas une voiture qui s'appelle comme ça. Alors non, c'est un pilote. Lui, il est pilote déjà. Voilà, Hal qui a voulu absolument que son fils s'appelle Malcolm, en hommage à Rusty Malcolm, un pilote donc fictif de stock car. Eh bien, la fiction rejoint la réalité puisque Frankie Muniz, donc, qui interprétait Malcolm, annonce son arrivée officielle en NASCAR pour la saison 2023. Allez. Voilà, c'est son plus grand rêve, concourir au meilleur niveau en course automobile. Let's go. Donc je trouvais l'anecdote un peu marrante. Pour aller encore plus loin dans l'anecdote, c'est un super pilote. C'est un super pilote, il a fait beaucoup de super essais. Alors en plus, je pense qu'il ramène des sponsors, puisqu'il y a quand même l'aura de l'acteur. Il y a quand même des émulations. C'est un super pilote, et il a eu d'ailleurs, je crois, à vérifier que je vous dise pas de bêtises, mais pour moi, il a eu un très gros accident d'ailleurs sur un circuit, et qui lui a causé de grosses pertes de mémoire, et il ne se rappellerait presque plus de la période Malcolm. De la période où il joue Malcolm, il se rappelle presque plus. Alors est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas, mais écoute, j'avais vu, oui, effectivement, un accident où il s'était cassé le dos. Je crois que c'est ça atteint la moelle épinière ou quelque chose. Ouais. Il aurait clairement pu y rester. C'était en 2006 déjà, où il s'était engagé en tant que pilote professionnel dans le championnat Formula BMW USA, puis dans le Champ Car Atlantique de 2007 à 2009. C'est là où il a eu un accident, je crois. Exactement, ce qui a fait qu'on a eu une pause de 12 ans, jusqu'à ce que Frankie Muniz remonte dans une voiture de course. En 2021, il se relance pour la première fois dans les compétitions de stock car en participant au SRL Pro Late Model du Spears. Et là, ça y est, il est à fond lancé. Il a fait le 6e meilleur chrono de la journée au Daytona International Speedway. Donc voilà, franchement, il est lancé le 18 février prochain. Il remet ça, donc plutôt content. Et on va l'inviter dans Let's Go. Ce serait incroyable. Franchement, je serais fan. Il est là. Ça, c'est fou. Francky. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir sur ses réseaux sociaux. C'est à fond la course. C'est vraiment son rêve devenu réalité. Les photos qu'on voit, la banane, il est heureux en plus. Bien sûr. Bien sûr. Ça le fait. Ça fait pour plaisir, nous tous, c'est notre adolescence, quoi. Ouais. Mais du coup, il rejoint la liste des acteurs qui se sont lancés aussi dans l'automobile. On pense à Steve McQueen, Dr Mamour, Grey's Anatomy. Dr Mamour. Brad Pitt qui roule un peu, ils sont pas mal. Ouais. Totalement. Voilà. Et à suivre de près. Il est l'heure de passer à la suite de cette émission, puisque cette émission est sponsorisée par Assuréo. On les remercie pour leur confiance renouvelée. Et cette fois-ci, c'est Ken qui s'en charge. Jingle. Tout à fait, oui. Merci beaucoup à Assuréo de sponsoriser Let's Go ici. Aujourd'hui, on va reparler un peu d'assurance et regardez, j'ai dans mes mains le terrible constat que vous avez probablement dû tous remplir dans ma vie. Donc moi, j'ai jamais rempli un constat de ma vie. Jamais rempli un constat de ma vie. T'as déjà rempli un constat dans ta vie? Trop de fois, et c'est trop chiant. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment trop chiant. Puis le croquis, je sais pas dessiner, c'est n'importe quoi. Attends, mais et encore, quand t'as ça, c'est top. Non, mais t'as pas besoin de tout. Mais quand t'as la feuille blanche, voilà. Mais voilà, on est d'accord, on a eu la même ça. Et que tu dois faire ça avec une feuille blanche, la catastrophe. Déjà, faut trouver la feuille blanche. On peut pas faire une appli constat? Ça existe maintenant. Oui, je crois que ça existe maintenant. Si, bien sûr. Ah d'accord, parce que ça, non, mais attends, on est en mais normalement, tu es censé en avoir une dans ta voiture, un ou plusieurs dans ta voiture, toujours. Donc il faut vraiment toujours en avoir. C'est très important. Mais la feuille blanche marche si jamais un jour vous êtes en galère, tant que les deux parties le signent à la fin. Voilà, il faut signer. On rappelle, et vous le savez parce que vous avez déjà suivi Let's Go, mais Assuréo est le leader des assurances pour la voiture sans permis. Je vous rappelle, la voiture sans permis qui permet dès 14 ans d'accéder à la mobilité 4 roues avec justement une coque complète pour vous protéger. Ça a plein d'avantages, la voiture sans permis, vous le savez, c'est plutôt accessible, ça consomme très peu, il y a quand même de l'espace, on est quand même vachement en sécurité, ça va pas très vite, donc c'est relativement rassurant. Ça apprend à conduire aussi un peu sur la route. Voilà, regardez, c'est incroyable ce constat. Oh là là, il est juste complètement fou. Ça m'angoisse, moi. Vous l'avez vu avec Norman Genius, qui a fait du Boulogne Drift, du Vincennes Drift, plutôt avec justement une voiture sans permis. Mais même si tu n'as jamais touché à une voiture, c'est plutôt très 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 simple de conduire. Une voiture sans permis, ça peut aussi être une bonne solution temporaire pour tous les fous du volant qui auraient perdu leur permis. Ce n'est pas ton cas, Danick, j'espère. Non. Évidemment. Combien de constats remplis par ici?
Jamais, putain, j'ai jamais rendu la réponse là. 2-3, je crois. Ah non, plus. Ouais. Ah oui, toi plus. Ah merde. Alors, t'as bien. Ouais, en tout, j'ai 5-6. Ouais. Oh, mais Nix. Prends un abonnement. Après, il y a des fois où. Enfin, des fois, c'est pas. Je dis ça, il y a des fois, genre, non. La plupart du temps, je suis pas fautif. Avançons, s'il vous plaît. La plupart du temps, tu n'es pas fautif. La plupart du temps. Non, franchement, la plupart du temps, je suis pas fautif. Ouais. T'as déjà eu un accident avec une voiture sans permis? C'est-à-dire impliquant une voiture sans permis? Pas toi, évidemment, je pense. Non, jamais, tu vois. En fait, c'est assez peu le cas. En fait, les voitures allant pas spécialement très vite. C'est vrai que c'est pas des voitures qui sont sujets à trop d'accidents. En plus, elles sont relativement petites, mais ça peut arriver. Et quoi qu'il arrive, qu'il vous arrive ou que vous n'arrivez pas à un accident, il faut absolument vous assurer. C'est très très important parce que l'assurance, ça n'est pas évidemment que pour vous couvrir les éventuels dommages que vous pouvez recevoir, mais c'est aussi pour protéger en effet les autres. Voilà, la valeur d'une voiture sans permis, ça peut être compris entre 7 000 et 20 000 euros. Il y a des voitures sans permis à 20 000 euros avec des tas d'options à l'intérieur. Donc ça a quand même une sacrée valeur. Ne pas assurer, c'est risquer peut-être de tout perdre. C'est quand même dommage si c'est le cas. C'est con. Oui, c'est con, c'est complètement con. En plus, elles sont souvent de plus en plus équipées. Et si jamais vous perdez évidemment des fonctions d'équipement, peut-être l'assurance ne peut pas tout vous rembourser. Vous avez aussi des avantages à vous assurer avec des partenaires justement tels que Assuréo qui savent, comprennent et sauront vous orienter vers la meilleure assurance possible pour votre voiture sans permis ou pour tout type d'ailleurs de véhicule, mais c'est surtout voyager de façon sereine et protéger les autres, car vous savez, un accident ne vous implique pas que vous, ça implique aussi malheureusement trop souvent les autres. Et lorsque vous entraînez quelqu'un dans l'accident, là sans assurance, c'est la catastrophe. Le cauchemar peut très très vite commencer. Voilà. Sur assure.fr, vous pouvez demander un devis très rapidement sur combien peut vous coûter l'assurance de tel ou tel véhicule. Je vous rappelle qu'ici, on parle de la voiture sans permis, mais Assuréo assure aussi des véhicules motorisés tels que, il me semble, trottinette électrique, vélo électrique, ou alors les véhicules classiques, moto et voiture. Donc, on rappelle des accidents assez classiques qui peuvent être couverts par les types d'assurance. Les plus fréquents, en fait, c'est les crevaisons de pneus et les bris de glace. Les bris de glace, ça, c'est vraiment trop chiant. Les trucs cassés parce que tu prends un pet de caillasse dans le pare-brise. T'y penses pas, c'est la pub, je change votre pare-brise, mais en fait, ça arrive tellement souvent. Combien se sont déjà fait casser leur pare-brise à cause d'un petit pet de cailloux, de rien du tout. Voilà. En cas de brise-glace, si jamais vous retrouvez votre pare-brise endommagé, vous pouvez déclarer directement le sinistre à votre assureur. Il vous orientera vers un réparateur agréé. Et si le brise-glace est pris en charge, les frais de remplacement seront entièrement pris en compte. Et croyez-moi, ça peut arriver très souvent. Si jamais l'éclat est même plus petit qu'un machin, ça peut... vous n'êtes même pas obligé de changer le pare-brise selon les modèles de véhicules. Attention, selon la position dans laquelle est aussi le brise-glace. Faites très attention à ça parce qu'il y a des pubs... la forme du bris, Exactement. Il y a des pubs magiques qui vous disent si votre pare-brise est un petit pet de rien du tout, vous en faites pas. Nous, on vous le change pas, machin. Moi, j'en ai un actuellement sur ma voiture. J'ai un petit bris de glace. Ouais. Depuis la voiture, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Pourquoi t'as pas contacté ton assurance? Non, mais j'ai tout fait. Mais en fait, j'ai pas besoin de, y a pas besoin de le remplacer. Il n'y a pas de risque majeur à ce que ça explose, etc. Ok. Malgré la chaleur, tu sais, que je mette de l'air chaud, de l'air froid. C'est ça qui me ferait peur, moi. J'ai demandé, l'air de rien, dans le chat, combien de temps ça prend pour remplir cette feuille de la mort. Ouais. Oui. Sachant que tu es dans un contexte hyper stressant. C'est-à-dire tu viens d'avoir un accident. Souvent, tu t'embrouilles avec la personne. Tu t'embrouilles avec la personne. C'est dur que ce soit amiable. Tu crains un embouteillage, tu as les enfants derrière, tu as envie de mourir. Moi, je trouve ça extraordinaire de faire une chronique où tu vas expliquer comment remplir ça. C'est ça que tu vas faire je vais plus ou moins vous expliquer comment remplir ça. N'en ayant jamais rempli un moi-même, je serais... mais globalement... Spoiler alert, ça prend pas 5 minutes. Non, par contre, la première fois, moi je sais que la première fois j'avais le permis depuis 2 semaines ou un mois, mais j'étais pour rien. C'est tout le temps long, ouais. Mais le plus important, c'est pas quoi mettre, honnêtement. Le plus important, c'est le dessin, en vrai. Exactement. C'est vraiment le dessin. Voilà, les dégâts apparents ici. En fait, la partie 10, 11 et 12 là, 14 là, c'est vraiment ce qui va être le plus important. Le premier, c'est globalement vos renseignements personnels, le renseignement de votre société d'assurance, tu vois, et les renseignements du conducteur. Voilà. Donc c'est les papiers à retrouver, quoi. C'est les papiers à retrouver. Donc ça, en fait, toute cette partie-là,
c'est quelque chose qu'on vous conseille tous de pré-remplir. Tu vois, parce que c'est pas quelque chose qui va changer. Vous le remplissez déjà. Ouais, parce que c'est long, ça. C'est déjà fait. Et comme ça, c'est le véhicule qui sera impliqué qui, lui, aura à remplir ensuite le sien sur ta feuille. Ouais. Question bête. Est-ce que c'est pas le pire scénario d'être dans une voiture de location versus une voiture sans permis? Ah oui, ça c'est... Voilà, Alors, versus une voiture sans permis, ça change absolument rien. La voiture sans permis, si elle est bien assurée, il y aura le même constat à remplir. Mais ce sera exactement pareil. Location mais la voiture location, c'est un peu embêtant. Mais par contre, bah, tu as toujours, t'as de toute façon la carte grise du véhicule là. Tu as ton permis aussi. Tu peux stipuler l'agence de location qui est loueur du véhicule. Donc, même avec une voiture de location, ça se remplit. Hein, tu vois, il n'y a absolument pas de problème. Appelez, démerdez-vous. Tu as un numéro pour les appeler toi-même. Exactement. En cas de problème. Et une voiture louée, c'est une voiture assurée. Il n'y a pas de voiture que tu loues sans assurance. Même chez les applications de location chez les particuliers, ils mettent une assurance sur les locations des véhicules que paie justement celui qui te loue le véhicule pour avoir ça. Donc brise-glace, en tout cas, c'est le plus fréquent, ça, assuré brise-glace, vous êtes couvert. Assurance accident, hein, vous êtes assuré en cas de dommage, si vous avez effectué une marche arrière et que vous avez tapé. Ça, c'est ce qui peut arriver le plus souvent, un angle mort, on ne voit pas la voiture qui sort du parking et patatrac, Ça arrive à Nanix, ça. Patatrac. Non mais ça, je me demandais pourquoi il y avait un regard insistant là, mais ok. Déjà, je sais même pas si on peut vraiment t'en vouloir. Même si aujourd'hui tu as des véhicules qui font des bip bip bip, qui ont des signaux sonores, des caméras. Souvent certains véhicules modernes, qu'est-ce qui force sur la lisibilité arrière? Tu ne vois rien du tout dans la vitre arrière, rien du tout dans tes feux, tu vois rien, tu es là dans une grosse voiture, mais derrière tu as une vitre comme ça, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, ça c'est quand même assez important. Donc, accident, c'est si jamais tu heurtes n'importe quoi, accidentellement un corps fixe, ça m'est déjà arrivé une fois. Parking. Le parking, les parkings souterrains, ma hantise de la vie de la mort. Combien de fois dans des parkings souterrains j'ai râpé mon foutu pare-choc avant ou mon pare-choc arrière ou même une aile parce que ça passe la roue avant, mais la voiture, comme tu vas pas très vite, elle tourne un peu sur elle-même et elle frotte. Tu fais bien. C'est aussi les moments où tu prends ton ticket pour rentrer, tu as un angle comme ça et tu peux... Oh, j'ai touché. Ça, donc, ou les trucs sortis de secours avec les grilles. Ou l'eau. Toujours mal placés. Ou au passage, l'eau dans les parkings. On a l'impression que c'est fait exprès. Je déteste les parkings. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule comme ça à cause de l'eau sur un parking. Ah oui, merde. Bah, je rentre dans le parking et mon nana qui me dit, mon ex de l'époque, qui me dit, mais c'est par là pour aller se garer. Je fais, mais je vois bien, je contrôle pas le véhicule. Un tout droit, voilà. T'es trempé dans la descente et tu pouvais pas. Exactement. Quoi qu'il arrive, avec une bonne assurance, si vous êtes responsable en cas d'accident, qui n'implique personne, c'est juste contre des objets, eh bien, appelez votre assureur. Ils peuvent vous orienter directement vers un réparateur agréé pour votre véhicule et immédiatement prendre en charge les réparations. Derrière, ne nous disons la vérité, vous aurez très probablement aussi un malus sur votre assurance, mais bon, ça, si vous conduisez mal, vous conduisez mal, on peut rien y faire. Justement, c'est la vie. Votre véhicule sera de toute façon réparé, pris en charge, et mais ça, de toute façon, les carrossiers, croyez-moi, ils se mettent très très bien, surtout en région parisienne. Et la dernière type d'assurance qui peut arriver, les derniers types d'accidents qui peuvent arriver, c'est les pannes. Ça, on le souhaite à personne. Ça m'est arrivé une fois, tu vois, sur le bord de l'autoroute, la 405. Bon, voilà, rangée. Et elle ne démarrait plus, et de toute façon, elle n'a plus jamais démarré. Ils nous ont regardé partout, fait écoutez, monsieur, c'est la casse. Et bien voilà, grâce à mon assurance, j'ai pu prendre un taxi, rentrer chez moi. Ils ont pu embarquer le véhicule. Voilà, j'ai rien eu à prendre en charge. Et même dans ce cas-là, j'ai même pas été responsable de quoi que ce soit. La voiture n'a plus fonctionné, elle a dysfonctionné, panne. Voilà. Oui, parce que là, tu avais passé le contrôle technique, tu avais tout fait. Exactement. Donc, tu n'es pas responsable en quelque sorte. Je ne suis responsable d'absolument rien, donc je suis tranquille. Voilà. Donc sachez que sur Assuro, il y a des franchises kilométriques
de 30-50 km qui sont possibles. Un assistance panne aussi dès le 0e kilomètre, c'est possible. Tu vois, leur offre d'assurance sont proposées avec justement des assistances panne 0 km, notamment parce que dans le cadre des voitures sans permis, étant donné qu'on fait souvent des petits trajets quotidiens en ville, voilà, des assurances 30-50 km de panne sont assez peu adaptées au déplacement de ce type de véhicule. Voilà pourquoi souvent on va mettre en avant des assistances panne 0 km. Et c'est surtout pour embarquer le véhicule plus que lors d'un déplacement en ville, pouvoir rentrer chez vous, parce que vous prenez les transports en commun, comme Marie le fait pour venir ici quasiment toutes les semaines. Transport en commun, des tas de gens posent leurs fesses là où j'ai posé mes fesses. C'est exact. Mais ça, l'idée est formidable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça commun, en tout cas. Il y a des bonbons et tout. Il y a des bonbons, et tout. On nous dit dans le chat, passons. Alors, assurance premier kilomètre, mais on entend qu'il y a assurance 0 km. Oui, il y a assurance 0 km. Ouais. Assurance 0 km. Il y en a qui ont un accident dans les 200 premiers mètres. C'est pas ça, c'est souvent. Imagine un truc qui est très très fréquent, qui peut aussi arriver, c'est sûrement arrivé à n'importe lequel d'entre vous. Il fait froid, c'est l'hiver, et bon, vous n'avez pas fait très très attention à comment votre batterie était entretenue. Vous démarrez la voiture, ça démarre pas, et vous n'êtes pas forcément loin, et vous avez besoin d'un véhicule de remplacement, vous avez besoin de quelque chose, la batterie démarre pas, vous n'avez pas les câbles pour pouvoir faire tout touche câble pour pouvoir remettre la voiture comme ça. Tu vois, combien de fois j'ai fait tout touche câble? J'en ai dépanné des gens. Ça arrive très 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 souvent. Et voilà, là vous devez faire vos déplacements, vous devez avoir un véhicule de remplacement pendant que la batterie est changée. Voilà, vous avez une assistance directement pour ce genre de choses là, donc ça arrive. Il y a pas mal de choses sur le chat. Déjà, c'est pour me terminer. Sur un parking d'hypermarché, j'ai percuté un gamin qui faisait n'importe quoi avec son vélo. Moi, en sortant de ma place, je lui suis rentré dedans. Heureusement, j'avais l'assurance. Je suis horrifiée. J'espère qu'il va bien. Il est mort, mais heureusement, je suis assuré. Alors oui, évidemment, on sait que mieux vaut éviter ce genre d'accident aussi. Non, mais pas dans les on va être très très clair. Vraiment bien. Mais... Sincèrement, vous n'éviterez jamais l'accident. Vous n'éviterez jamais l'accident. Enfin, quel automobiliste a roulé 10-15 ans de sa vie sans avoir ne serait-ce que le moins d'accident? J'ai dit que j'avais pas rempli de constats, mais j'ai déjà eu des accidents. T'as eu des délits de fuite? Je t'ai déjà parlé. J'ai déjà heurté des trucs comme ça, des petits trottoirs avec mon pare-choc, des terre-pleins, des trucs comme ça. Oui, j'ai déjà eu des accidents. Avec le terre-plein, ça sert pas. Je t'ai expliqué. J'ai une voiture qui est tombée en panne en plein milieu de l'autoroute. C'est ce qu'on appelle un sinistre. Mais t'as pas eu d'accident impliquant un autre humain? Non, j'ai pas eu d'incident. J'ai pas eu d'incident impliquant un autre humain. Mais ça en dit long. Alors que moi. Alors que là, du côté de la table. Alors que de l'autre côté de la table, oui. On me dit, niveau assurance, on est là, ça donne quoi si le mec dans lequel je rentre a un attache-remorque? Et là, t'es dans la merde. C'est illégal de rouler sans? Alors, attache-remorque, ça dépend des gens. Justement, non. Alors ça, c'est la petite phase. C'est une très bonne question. On se l'est déjà posé justement ici même dans Let's Go. On avait déjà répondu à cette question. Il est parfaitement légal de garder votre attache comme en caravane derrière votre voiture et de la laisser sortie si jamais votre véhicule est homologué à prendre une caravane, même si vous n'avez pas de caravane. Et si en cas de sinistre on rentre dans votre boule ou que votre boule défonce, alors si c'est votre boule qui défonce le truc arrière, c'est vous qui êtes en tort. Exactement. Par contre, si vous rentrez dans le boule de l'autre, titre encore, eh bien à ce moment-là, et c'est vous qui êtes en tort parce que vous avez rentré dans la boule. Évidemment, la voiture en face n'aura rien du tout, mais c'est un glitch. Justement, il faut. Ça, j'ai déjà vécu. Il faut laisser la boule à l'extérieur. Ça peut. Dans Paris, c'est pas. C'est autorisé, je crois. Dans Paris, ça l'était. J'avais toujours entendu. Il y a rien. On peut rien vous faire. D'un point de vue assurance, c'est celui qui rentre dans la boule qui est en tort. Donc je sais, c'est chiant, elle a rien à faire là. Ne rentrez pas dans des boules. Elle a rien à faire là, mais voilà, évitez de rentrer dans le boule, ou en tout cas sans le consentement d'autrui, bien entendu. Petit tour de table rapidement. J'aime trop Ken. Des accidents qui vous est déjà arrivé, des petits sinistres, parce que on va essayer de faire le constat de cet accident. Joanne Anix, que visiblement il y a un passé assez important. Il y a on me coupe la voie à un feu, du coup, constat, il y a on te coupe la voie à un feu. Ouais, en fait, c'est simple, tu
3 voies, donc voie pour aller tout droit, voie pour aller tout droit ou à gauche et à gauche. Et en fait, moi étant sur la voie la plus à gauche, donc petit clignotant temporaire orange qui apparaît, j'y vais, donc j'ai le véhicule sur ma droite, je fais ok, lui il bouge pas, c'est normal, tac, il entend qu'est-ce qu'il fait, et je vois que le mec, super pressé, a voulu passer devant moi, quoi, et me couper la route. Donc, le mec à ta droite. À ma droite, ouais. Donc, le mec à ta droite a voulu te couper la route pour prendre la gauche, alors que c'était pas lui de passer. Exactement le même. C'est pas son moment de passer, en fait. Et bon, j'ai vu l'état de la caisse. Tu lui es rentré dedans? J'ai compris. Ah non, mais moi, je descends, je fais frérot, enfin. Tu lui as pété la gueule. Non, il me dit ouais, enfin, on va peut-être pas faire un constat. Et j'arrive, je vois, bon, ben mon aile est un peu cabosée. Je fais si, on va devoir faire un constat. Ouais. Et je lâche un gros, il me dit quoi? Là, j'arrive, je fais non, mais oh, alors déjà, tu me rentres dedans. C'est pas ton moment de passer. 2, on va devoir faire un constat. Donc, on en a au moins pour une bonne demi-heure à la fastoche tous les deux, là. Parce que ce que j'expliquerai après, c'est le croquis, les circonstances de l'accident, etc. Faut se mettre d'accord et tout le monde veut un petit peu, gratter, quoi. Laissons Nanix remplir le constat. Donc, s'il vous plaît. je vais le remplir pour lui, ça va être très drôle. Donc voilà, mais après j'en ai eu plein sur un parking, on m'est rentré dedans littéralement. Comme ça. Bah moi je sors de ma place, je fais ma petite manœuvre. Pourquoi? Ah, vous avez pas vu? Ah bah. Ah ouais, c'est pas voilà, comme si y a on pas pouvait pas mon véhicule. Après, accident parce que sur le périph', une voiture s'était mise en warning et sur la voie du milieu, une voiture en gros, je vous la fais très courte. Vous allez voir, l'histoire est assez simple. Incroyable. J'ai une voiture devant moi qui déboîte d'un coup et je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu avais un véhicule en warning au niveau de la porte de Bervilliers, c'est très précis. En warning au milieu du périph', quoi. Okay. En warning. Ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je suis obligé de ralentir et même de piler parce qu'à cause du véhicule de devant qui avait sa manœuvre un peu d'urgence, moi, je suis dans la merde. Donc, je freine, tout va bien, sauf que derrière moi, le véhicule qui arrive. Il me rentre dedans, rien de grave. Si je suis avec vous, je ne. T'as pas percuté le véhicule qui était en feu? Ça va, ouais, depuis là, je te vois un peu tangué. Hein. Je suis pas très bien, je perds de la couleur. Et en fait, lui, il était sous médoc et sous alcool, donc il s'est fait embarquer. Il s'est fait embarquer. Et là, c'est encore autre chose. Si le compte est bon, ça fait 3 situations où Nanix n'est pas en tort sur les 5 où t'es en tort. Ouais, celle où je suis en tort, j'ai peut-être pété un rétro, Peut-être qu'à un feu, une voiture s'est engagée et que j'étais un peu distrait et un peu pressé et je fais hop, poum, et en tournant, mais là, on a peut-être pu réussir à s'arranger. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Incroyable la précision de tous ces événements, quand même. Je trouve ça assez fou. Bah ouais, c'est de l'honnêteté. Rapidement, Romain, il t'est arrivé toi aussi des petits accidents comme ça? Ouais, j'ai exactement le même que toi. Le coup t'es sur une voie, alors il n'y a pas de feu en l'occurrence, mais voie pour tourner à gauche, pareil, puis la voiture, alors, en plus non, camion poubelle. Camion poubelle. Lui, il est imbloquable. Je pense qu'il est rentré au truc. Et pareil, il était à côté de moi je m'engage et lui, au final, il tourne. Et en tournant en même temps, je vois ce qui va se passer, mais il me coince et je pouvais rien faire, donc je me suis arrêté, mais au final, il a embarqué l'avant. Donc là, il est en tort. Pareil, par contre, là, au niveau du dessin, mauvaise foi de la personne. Ça, c'est très chiant. Oui. En gros, la personne dit non, moi j'étais dans mon axe, c'est toi qui es venu, qui a forcé. Heureusement qu'il y avait des témoins. D'ailleurs, petite info, si jamais vous arrivez à avoir 1 ou 2 témoins, c'est toujours plus simple dans un cas où c'est pas à l'amiable. S'il y a un débat, essayez de trouver 1 ou 2 témoins, ça vous facilitera. C'est que dans le cas de la voiture qui était à l'arrêt, ça m'a sauvé la vie. Parce que pour expliquer pourquoi moi j'ai dû freiner en urgence, parce que les défenses de l'autre gars derrière, c'est de dire oui, j'étais sous médoc, mais il a fait n'importe quoi devant, j'avais des témoins. Sans témoins, essayez d'avoir des témoins. Ça me fait penser à un truc, j'ai eu un incident du coup, mais j'étais passagère. Donc passagère d'une moto. Et il est possible qu'on fasse un tour du quartier en moto pour faire éclore des œufs sur Pokémon Go. Un grand classique, ça. C'est le concept. Un grand classique. Il se trouve que la personne qui conduisait l'histoire commence très bien. était un youtubeur très connu. D'accord. Et il se trouve que le véhicule qui nous a percutés, mais au démarrage, c'est-à-dire qu'on a l'arrêt, le feu redémarre, on est derrière un bus rempli d'enfants. Oh là là. De collège, le pire scénario. Ils connaissaient les youtubeurs. Ils étaient tous téléphone comme ça. Alors des témoins, il y en a eu. Je peux vous le dire que là, il y en a eu des témoins. Mais enlevez votre casque, monsieur. Non, on va pas faire ça. Et du coup, au démarrage, le bus qui était un long bus avec comment ça s'appelle, un accordéon. En fait, il a tourné à droite.
et il nous a coincés entre les barrières c'est du super trottoir. accidentogène, les accordéons, les bus à Ah mais horrible quoi. Du coup, obligé de vite marcher arrière et tomber avec la moto sur le trottoir. Et parce que l'axe que la partie avant du bus prend n'est pas toujours exactement la même que la partie arrière. La partie arrière qui va tourner après au tout dernier moment en fait. Je trouve que c'est hyper accidentogène. Il n'y a pas eu de constat. Hein. Donc dans le cadre de l'accident de Nanix, voilà comment est-ce qu'on peut illustrer tout ça. Vous séparez en deux, vous mettez la situation donnée à la base, c'est-à-dire, voilà, toi Nanix, t'es la véhicule A, donc t'es dans la situation pour tourner à gauche ici. Oui. Lui, dans le véhicule B, les flèches indiquent qu'il peut aller tout droit et qu'il peut aussi tourner à gauche. Exactement. On sait ce que ça implique, cela dit. Ouais. Et ici, il n'y a qu'une seule voie disponible. Voilà. La belle représentation. Ouais, exactement. Je ne comprends rien. Je comprends tout. Où est ta voiture? Ma voiture, c'est A et l'autre voiture, c'est B. D'accord. Je fais des petits rectangles pour. C'était la première situation. Exactement. Je fais des petits rectangles pour la voiture. L'accident. Après, c'est avant l'accident, tu vois. Je dessine avant l'accident et ensuite, après, tu dessines la situation durant l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu reproduis le carrefour. Donc, tu vois, tu as le fameux carrefour qui est juste là. Et là, tu regardes. Donc, Nanix s'engage. Il est ici. Donc, c'est le véhicule A. Et juste, eh bien, dans lui, je pense que le véhicule B c'est exactement lui a grillé justement la barre justement ici. Il faut bien marquer le point d'impact. Exactement, point d'impact, juste là. Et là, vous reprécisez du coup le point d'impact. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ton véhicule? Donc, toi, tu as été point d'impacté là. Ouais. Le véhicule ici a été point d'impacté là. Mais bon, rien que sur ce dessin, tu te rends compte qu'il y a eu un refus de priorité absolument évident. Situation très fréquente. Dans cette situation-là, le véhicule B doit attendre à côté du véhicule A. C'est très chiant parce qu'il fait chier tout le monde derrière, mais il doit attendre que le véhicule passe et il n'a pas le droit de lui. De toute façon, il n'est pas sur la bonne voie dans l'absolu. Exactement. Et d'ailleurs, excuse-moi, juste sur cette situation-là, je recommanderais presque de dessiner les voies pour montrer que la personne de la B n'est pas sur la bonne voie. Vraiment, en étant le plus schématique possible, il faut donner le plus d'infos possible. Je t'appellerai la prochaine fois parce que moi, le croquis que j'ai fait à l'époque, il était. Pourtant, j'avais quelqu'un avec moi dans la voiture. Le croquis, j'en rappelle, mon pote va regarder en disant. Scandaleux. En disant, mais tu peux pas envoyer ça à l'assurance, mec. Même lui qui savait. Voilà, globalement, il comprenait rien. Si tu veux représenter les voies ou la direction que peuvent prendre les voies, tu utilises le fléchement. Voilà, ça représente complètement les voies. Globalement, toi, si tu étais censé aller tout droit et que tu étais là, tu aurais été en tort. Voilà, précise bien justement que tu étais sur le point de tourner, voilà, ici, donc que tu allais dans cette direction-là et que tu n'étais pas en train d'aller tout droit, parce que si tu allais tout droit et que lui, évidemment, tu es passé devant, tu n'es aussi pas sur la bonne voie et c'est toi qui fais chier. Et là, il y a moyen de. Tu sais, mon cher Ken, ça ne pas dessiné. Tu as la petite case commentaires en dessous. J'ai gratiné. Voilà. Ensuite, observation. Voilà, c'est ça. Sous l'emprise, voilà, de l'alcool. Très bien. 2 points. Nanix n'a pas pu éviter. Voilà. Et drogué. Voilà. Complètement. Voilà. Tu mets ça et c'est sûr, Assurero, il te rembourse tout. Il te la meilleure assurance du monde. Absolument tout. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est de ces petites cases-là, c'est vraiment des choses à remplir en plus. Vous avez quelques parties supplémentaires avec d'autres déclarations, d'autres croquis, voilà, qui est à remplir aussi. Globalement, ça se fait. Sam le pirate nous dit, mais en quoi il n'est pas sur la bonne voie s'il y a une flèche pour aller à gauche? Il n'est pas sur la voie de gauche pour aller à gauche directement. Voilà. Il est sur la bonne voie pour tourner, mais il n'est pas sur la bonne voie pour passer devant Nanix. Exactement. Voilà, il n'a pas le droit de passer devant. Voilà. Il est sur une voie où il peut tourner. Voilà. Vous pouvez tourner. Mais il doit attendre que ça passe. Là, parce que je l'ai représenté comme ça. Après, je ne connais pas exactement la situation. Ça se trouve, il n'y avait pas de flèche allant à gauche. S'il n'y a pas de flèche allant à gauche et qu'en plus il tourne, c'est pire. Est-ce que tu parles même d'un feu, toi? Encore pire. Oui, c'est un feu. Moi, je pouvais tourner à gauche. Donc, lui devait attendre. En fait, lui, à la base, il peut tourner s'il veut à gauche, mais dans sa voie à lui, il est censé attendre que le feu soit vert. Voilà. Il n'a pas voulu attendre. Il a voulu se greffer, il a dû se dire. Vous pouvez décaler le schéma, mais globalement, même si on vous dit ça, représenté par des rectangles, les véhicules, ça se fait relativement bien, d'autant plus que les cases sont justement là pour vous aider à schématiser. En fait, le plus important, c'était le schéma et les observations, parce que les circonstances, généralement, c'est là où les gens veulent discuter. Non, mais j'étais pas là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait un refus de priorité. Je vous rassure, vous avez des observations, même si vous n'êtes pas d'accord. Le schéma est à 90% le plus important.
important du truc. Donc ça, on demande c'est quoi le deuxième document, c'est la déclaration sur l'honneur de l'assuré. Voilà, donc toi tu déclares sur l'honneur et c'est un papier que tu dois aussi envoyer à ton assurance. Voilà, il s'est passé ceci. Donc ça, c'est pas à l'amiable, machin. Ça, c'est toi qui déclares. Voilà ce qui s'est passé. Exactement. Ouais, les mecs qui sont trop craqués, ça veut rien dire. Mais après, c'est joli, hein, mais ouais, c'est trop stylé, mais en vrai, ça aide pas parce que là, tu sais même pas qui est en tort ni quoi que ce soit. Donc non, mais c'est beau, quoi. Oui, c'est joli. Remarque l'assureur, beau dessin. Exactement. Voilà, petit constat. Il faut toujours en avoir. Alors aujourd'hui, on peut en avoir sur mobile. Oui. Des constats, c'est possible, mais voilà. Il y a toujours un papier, c'est important, voire deux, parce que souvent, celui avec qui vous allez avoir un accident, il n'en a pas. C'est comme d'habitude. Comment fait une mamie myope, quasiment aveugle? Elle ne conduit pas. Oui. Voilà. Si seulement. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique. C'était complet comme d'habitude. Ça donne pas envie d'avoir le permis. Du coup. Ouais, en vrai, voiture sans permis. Conduire dans Paris, ça c'est des situations qui sont très très fréquentes. Ça quasiment, c'est dans les grands axes de comment le Valois-Perret, mais surtout Neuilly-sur-Seine, pour aller à Levallois-Perret, à chaque fois tu dois tourner à gauche après les ponts. Ça, j'en vois tous les jours. La situation d'Anix, j'en vois tous les jours. Alors des fois ça finit en accident. Des fois non, souvent non évidemment, mais les vrais accidents j'en ai vu. Ou alors ça simplement klaxonne, ça frotte en fait. Exactement. Ou alors ça tourne à gauche et le grand classique, le mec derrière pensait que le gars allait tout droit et du coup il freine trop tard. Et il rentre dedans. En fait, c'est toujours des situations où les gens sont pressés, tout simplement, parce qu'il y a du monde, et c'est les bouchons et machin. Et je vous dis, dans ma situation à moi, en plus, grand soleil, il n'y avait rien. Juste le mec était pressé, et il s'est dit, je vais passer avant Watt. Et il a dû se dire, tous les coups, il n'a pas vu que ça clignotait pour lui, donc je vais m'embarquer. Non, j'avais vu. Ça veut dire que tu as été un peu lent au démarrage. Non, je veux dire que de toute façon, que j'étais lent ou pas lent, j'étais dans mon bon droit. Donc, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, même si tout ça vous fait peur, c'est vrai que dans un véhicule, et c'est ça qui donne aussi ce sentiment un peu de puissance, dans un véhicule type voiture ou voiture sans permis, on est quand même un peu plus à l'abri dans ces petits chocs-là, parce que malheureusement en deux roues, sur ces petits chocs-là, ils peuvent être directement fatals, voire emmenés immédiatement à l'hôpital. Là, on fait un constat. Ça va, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Pour les plus jeunes d'entre ceux qui nous regardent, le plus gros conseil que je peux donner en voiture, en l'occurrence, je ne suis pas motard, restez calme. Ça ne sert à rien de sortir énervé de la voiture, ça n'arrangera rien. Calme. Tu sais, c'est impressionnant. Ça marque ton territoire. Mais en tout cas, au moment de rentrer le constat, restez calme. C'est que de la tôle. En tout cas, je parle d'accident où ça, dans ce cas-là, c'est que de la tôle, c'est que de la rayure, et c'est pas très grave. Voilà. Et les tôles, et si vous le faites bien, vos assurances prendront en compte. Alors peut-être que celui qui est en tort aura son malus, mais vos assurances prendront en compte les dégâts. C'est des choses qui sont quasiment inéluctables. Et croyez-moi, il y a des pays, ça arrive bien plus souvent que chez nous. Et faire redescendre la pression avant de remplir le constat est souvent très productif. Exactement. Oui. Voilà. Eh ben merci, c'était hyper complet. Les gens dans le chat disent qu'il ne faut pas hésiter à rajouter des photos aussi. Complètement. Oui, tout à fait. Faut prendre des photos. Complètement. De fou. De la scène, du parc Carrefour, tout ça. En plus, on a les moyens maintenant. Donc généralement, les gens sont énervés au moment de sortir le papier, puis à la fin, ça ne fait rien, tu vois. Chacun enchaîne. Voilà. Le level ultime, c'est si vous avez des dashcams ou si vous avez des voitures équipées directement de caméras. Les caméras des voitures, telles que certaines voitures électriques, permettent d'avoir une lisibilité d'un accident complet. Trop bien. En plus, aujourd'hui, il y a les boîtes noires qui vont être obligatoires dans les voitures. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que vous ne pourrez plus gruger de toute façon, de moins en moins. Exact. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ce rappel. Encore une fois, le constat, ça m'angoisse, mais maintenant, un peu moins. On va passer à la suite et c'est un petit moment jeu. Voilà, on va essayer de deviner des chiffres. C'est parti pour le quiz. J'aime bien les quiz comme ça. Alors, normalement, on devait avoir des petites... Mais on en a, elles sont là. Je suis là. Elles sont en dessous. Oh là là. Que moi. Mais oui, mais parce que je ne joue pas, en fait. Vous avez des tablettes. Oh, tu voulais animer et jouer, peut-être. J'ai oublié. J'ai un taf, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mais du coup, je vais essayer de vous faire, et vous aussi, dans le chat, vous pouvez... Oh merde, on dirait moi à l'école. Belle ambiance. Est-ce que tu mettais le classeur au milieu? Mais moi, je copiais, moi. J'étais celui qui copiait. Je mets ça en séparation. Tu vois, c'est vachement bien. Sur les tables. Le classeur, j'ai dû le faire une fois, mais
Ah ouais? Ouais, voilà, le bras, ça marche. Sérieux? Voilà, Marie, tu vois un peu l'ambiance dans laquelle nous sommes avec Romain? Moi, je partage les bonnes réponses. Il n'y a aucun... Ouais. Eh bien, écoutez, dans le chat, n'hésitez pas à participer. On va essayer de deviner les prix des véhicules qui vont s'afficher. Je vais vous aider avec plus ou moins. Okay. Mais il me faudra une réponse définitive rapidement. Alors, premier véhicule. Ok, c'est quoi? C'est une Audi A3 Berlin S-Line, je pense. Oh, cabriolet. Okay. Pas flex à côté de moi, direct. Je dirais ça. Je dirais ça à vue de nez comme ça. Donc ça veut dire que c'est la S-Line, c'est pas la S3. C'est pas celle qui est rentrée dans l'hôtel. Ah, peut-être que c'est la S3, t'as raison. Attends, ouais, donc là d'occasion, je vois annonce automobile. Alors, oui, attends, combien c'est vendu? Oui, question. Est-ce qu'on doit prendre le prix neuf ou le prix d'occasion? Le prix que cette voiture est vendue du coup aujourd'hui. Celle-ci, celle de cette annonce-là. J'imagine. Après, ça dépend combien elle est bornée, quoi. Je dirais. Non, partons sur le prix neuf, non? C'est plus facile, non? Attends. Moi, je sais pas trop. Ah non, parce que prix d'occasion, il a raison. On prend le prix de référence MSRP sur Google. MSRP sur Google, d'accord. Prix neuf, très bien. Un prix de la cote Argus. Prix de la cote Argus. Sans option. Sans option. Combien c'était vendu cette chiotte? Allez, je dirais. Cette chiotte, dis donc. Non, franchement, faut pas acheter ça. Hop. Je tente un truc. Après, c'est vieux, là c'est les. Alors dans le chat, ça tente des 20 000, ça tente des. Pour moi, on est au-dessus. C'est beaucoup plus. Pour moi, on est au-dessus. On fait comment? Putain, je suis un ouf, moi. On sort chacun notre tour, on retourne tous en même temps. Tous en même temps. Allez. Vous me la montrez tous en même temps. C'est parti. 1, 2, 3. Je pense que je suis largement. J'ai changé mon prix, au passage. T'avais mis combien? J'avais mis 56. Si c'est neuf, sans option. Eh ben, figure. Je dirais 45 000. Je dirais 40, 42. Plus ou moins 53 000. Mais non! Mais non! Nani, faut croire en tes rêves, en fait. Putain. Qu'est-ce que c'est cher, mais qu'est-ce que c'est lui, là! C'est ton mouchoir. C'est lui, là! Ah, c'est pas deviner le truc? Ah. Du coup, c'était plus, c'est 61 650. Ah ouais, mais c'est la S. 61 000! T'as quoi qu'il Alors, arrive, c'est pas la S-Line, c'est la S tout court. Attends, mais. Les gars, vous mettez un jeu. C'est ma faute, j'ai dit à 3, c'est entièrement de ma faute. Vous mettez pas Tu m'as induit en erreur, Romain. C'est de ma faute, je reprends la totale. J'ai gagné quand même de la chose. C'est quasi neuf pour 50K. J'avoue. Vous avez 5 ans plus tard, la voiture a perdu 20K. Le jeu était bon. Ok, vas-y, plus et moins, donc ça c'est plus facile. D'accord, ok. 0 point pour tout le monde. Donc du coup. Mais j'ai gagné. Non. Ah mais oui, mais c'est écrit en plus petit. D'accord. C'est une nouvelle version de Let's Go. Nouvelle version. On essuie les plaques. Deuxième voiture, s'il vous plaît. À votre avis. Oui. Grosse main qui est passée dans la truc. Oh. DS3. Citroën. DS3. Elle est jolie. DS3, c'est la crossback celle-là. Tout à fait. Est-ce que c'est plus ou moins de 28 000? Bon, je trouve que c'est moins fun. Moi, je te fais quand même je tente un prix. Si vous êtes tout pile. C'est even. C'est une Citroën. 28 000. Plus ou moins de 28 000. Moi, je tente un prix quand même. En vrai. Franchement, avec l'inflation? Pardon. J'ai pas envie de dire que c'est des voleurs, DS, mais pour des Citroën rebadgés. Ouais, moi j'ai mis plus et j'aurais mis 30. Moi j'ai mis un prix. Plus pour moi. Plus et j'ai mis 31 000. Donc vous êtes tous à peu près dans les mêmes cordes. Denis. T'as dit combien? 34, 31, t'as dit? C'était plus et on était à 30 100 euros. 30 100, c'est moi. C'est moi. C'est pas 300 balles. Je rappelle, s'il y a un tout pile. T'avais mis combien? C'est cadeau. C'est un quoi? S'il y a un tout pile, c'est cadeau. On gagne un cadeau? C'est un tout pile, c'est cadeau. Je n'ai pas dit quoi encore. Ah ouais, d'accord, ok. Vous gagnerez quelque chose. Ce sera pas la voiture. Je te reprends un petit mouchoir. Ah, excuse-moi. Troisième véhicule, s'il vous plaît. Les 30 000 quand même. Très gros montant. À votre avis, c'est plus ou moins de 80 euros? Oh! Ah, ça rapace. Franchement. C'est un vélo, donc la petite sirène, avec un polochon. Plus ou moins 80 balles. Ça, c'est polochon AliExpress. En vrai, 80 balles. Ouais, non, mais. Plus ou moins de 80 balles. C'est la version Wish ou version. Ah bah là, c'est. C'est Decathlon, hein. C'est un between. C'est Decathlon quand même. C'est un between, hein. Quoi? Oui, c'est un between Decathlon. C'est polochon. Bah oui, c'est un between polochon Decathlon. Ouais, je reste sur mon donc c'est brandé Disney, ça? Il a changé. Ah, il a changé polochon. Ouais. C'est bon, on est prêt? Allez. Moi, je dis moins.
Donc moins 59 €. 59, moins 69, plus 89. Réponse, c'est plus. Oh, c'est plus. C'est 100 €. L'inflation, les gens, là. C'est toi qui as tout compris à la société moderne. Attends, mais. Par contre, pour un vélo à roulette, 100 €, excusez-moi. C'est cher. C'est l'entrée de gamme. C'est vraiment un peu cher. J'aime bien. La magie Disney coûte clairement. Oui, j'aime bien. Adieu la perso des 4. Faut payer le droit licensing, c'est pour ça. Ouais. Prochaine. Ouais, bah, t'as vu la gueule du. Bref, on va pas revenir. Prochain véhicule. Ouais. À votre avis, est-ce que c'est plus ou moins de 3 500 €? Je vous laisse découvrir. Je connais juste le prix en plus. Elle est électrique. Elle est électrique. Je connais le tarif de cette voiture. C'est la Super Soco TC. Moi, je crois que je connais le prix de cette moto. T'as dit combien? Plus de 3500. Plus ou moins de 3500. Bon, ça, c'est la version 50 cm3, je crois, en plus. Allez, moi, je m'engage là-dessus. Ouais. Donc, du côté de Ken, c'est moins. À 2 990 €. C'est moins pour Romain à 3 200. Moi, j'ai mis plus, et c'est craqué sur le prix. 6 200. J'aurais tendance à aller du côté de Romain. Réponse. Grand suspense. Le chat, c'est. Oh, j'étais si près. Le juste prix. C'est pas un cadeau à 10 €. Non, bah, 10 €, c'est le cadeau. Tout pile. Oh non. C'est moins 3 190. Bien joué. Mais j'ai 200 € en dessous. Bravo. 7000, non. Non. Sachant qu'elle a de la gueule pour une petite moto. Elle a de la gueule. Ouais, c'est sympa, c'est une bonne moto. C'est assimilé 50, donc vous pouvez rouler avec un BSR. Avec. Ouais. Prochain véhicule, à votre avis, c'est plus ou moins de 1000 €. Ah ouais, Motion. Ça, c'est les trucs vraiment, les mecs qui sont debout comme ça. Ouais. C'est les gyros là. Les gyros rouges. Ouais. Est-ce que c'est moi, plus ou moins de 1000 €? Alors ça, j'en ai aucune idée. Bah ça, Assuréo, ça assure. Oui, tout à fait. J'espère avoir le tout pile. J'y crois fort. J'ai jamais regardé les roues, les... Moi, j'aurais dit moins et j'aurais dit 999 €. Et le centime, franchement, à mon avis, 998 c'est peut-être bien. €. Peut-être je suis le pessimiste de tous, moi. Ok, moins 799, moins plus 790, ici, là. plus 1200 avec un lapin très frauduleux. Un lapin ras, C'est quoi. la seule chose que je t'ai destinée, c'est pour ça que je l'ai fait. Eh ben C'est un petit clin d'œil à ceux qui connaissent. On est sur les mêmes prix avec reste dans l'automobile. Mais ça peut être les 9 balles qui peuvent faire la différence aussi. Ah, t'as mis combien? 799. Et 790 de son côté, on a Battle. Moi, je suis à 1200. Réponse, c'est plus. Ah là 1299 €. Mais qui achète ça? Plein de gens, en vrai. Des gens de la fac de lettres. Ils avaient tous ça. 1300 balles, il faut apprendre à s'en servir. Oui. Bon, bah, pas de tout pile aujourd'hui. Hein. Oh là là. Et dernier véhicule. Il est bon. Peut-être que vous allez tenter le tout pile là-dessus. À votre avis, c'est plus ou moins. Pardon, déjà, à votre avis, combien ça coûte? Non, c'est juste un bateau gonflable, c'est ça? C'est un bateau, mais. J'ai aucune idée de combien ça peut coûter, ça. L'annexe, d'accord. À votre avis, combien ça coûte à peu près? Et je vous dirai après, c'est plus ou moins de. Combien ça coûte à peu près? Zéro idée. Oh là là, c'est ouf, j'ai aucune idée de l'ordre de prix. Dans le chat, on a 700 €, 6 000 €. D'un bateau à rame. 15 000 €. Je serais parti sur un 700-800 balles. Ouais. 850, 899, genre. Alors, c'est plus ou moins de 650 €. Ah ouais, donc on est dans les bons prix. On n'est pas plus ou moins pas dégueulasse. Je pense qu'on est dans l'ordre d'idée. Moi, je dis y a les rames avec, quand même. Je te dis. Donc, il faut savoir si c'est plus ou moins. Ok. C'est dur, en vérité. En vrai, j'en ai aucune idée. Oh, si, franchement. Alors, du côté de Ken, on a déjà une réponse. J'en ai aucune idée, là, vraiment. L'inflation nous touche. J'avoue que le nautique, c'est hors de mes prix. À moi, si on me donne une. Ah ouais, non, le lapin était très bien fait. Il veut vraiment tout pile. Finalement, le lapin était pas si mal. 990 €, c'est plus 729 € et c'est plus 720 €. Oui, d'accord, on est resté dans nos gammes. Ouais, vous êtes vraiment. Vous copiez dessus, en fait. Ouais. Réponse, c'est moins. Ah là là. 550 €. Et oui, le cadeau. Voilà. Aucune idée de l'estimation de ça. Vraiment. Ouais, franchement, là. Il y avait des 2000 € dans le chat. Il y avait même des combien? 4 000, 15 000, voilà, 6 000. Bon. 15 000, ah oui, 15 000 quand même. C'est peut-être que Denis est du budget. C'était un annexe, c'est ça? Un annexe, ouais. Donc, Alors, Alf 7784 avait mis 549. Bien joué. Bien joué. À 1 € près. Ah ouais. Mais, Il a gagné un cadeau.
Non, toujours pas. On va passer, il nous reste que 5 minutes, mais on va quand même le faire, le dossier plein phare. C'est 5 minutes, c'est un challenge. C'est Romain. Ok. Eh bien oui, je voulais effectivement vous parler de quelque chose qui normalement prend beaucoup plus de 5 minutes, donc on va faire une version raccourcie. Je voulais vous parler de l'Extreme E. Je ne sais pas si dans le chat ou ceux qui nous regardent savent ce que c'est le Extreme E. J'avais envoyé une vidéo en régie pour vous montrer. Donc, vidéo. Petit Extreme E. La vidéo. Vidéo. La vidéo. Voilà, l'Extreme E. Ah ouais, globalement. Oula. C'est beau. Je vous parlais tout à l'heure de paysage, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'était pas au bout de nos surprises. Le Paris-Dakar, enfin le Dakar, excusez-moi, j'y arriverai jamais, nous a offert des paysages extraordinaires. Le Extreme E, depuis maintenant 2 saisons, fait de même. Le Extreme E, c'est quoi? C'est une catégorie de SUV 100% électrique créée par Alessandro Agag. Alessandro Agag, c'est ni plus ni moins que le promoteur et le concepteur du projet Formula E. Donc c'est un gars qui s'amuse à casser les barrières dans le monde de l'automobile et du sport automobile. Il a donc fait dès 2013 le championnat du monde de Formula E. Il a ensuite créé dès 2018 le projet donc de l'Extreme E, un championnat labellisé FIA de SUV électrique, dont la logique est de venir à l'opposé de la Formula E qui était de faire des courses en ville. Là, l'objectif, c'était de venir faire des courses dans les endroits les plus improbables du monde et surtout les endroits impactés par le changement climatique, puisque tout autour des courses, il y a tout un environnement écologique très fort. Alors beaucoup vont dire, et c'est une vraie question, et je voulais d'ailleurs créer un sondage si on avait eu le temps, je pense que ça va être trop short, mais beaucoup vont dire faire du sport auto, emmener des voitures, même si elles sont électriques, dans des endroits où il y a déjà une situation écologique. C'est la première question qu'ils nous posent. Bien sûr, et c'est bien sûr très très contestable, mais l'objectif autour de ça, c'est de sensibiliser les personnes. Alors, les courses sont par exemple au Sénégal, au Groenland, avec la fonte glaciaire, en Arabie Saoudite, en Argentine, au Brésil. C'est en permanence dans des lieux impactés par le changement climatique. Les courses sont magnifiques, sont spectaculaires, mais autour de ces images très belles, il y a toute une logique pédagogique de vouloir montrer. Typiquement, sur la course qui s'est passée en Groenland, ils ont voulu montrer où arrivait la calotte glaciaire 10 ans auparavant, 20 ans auparavant, 30 ans auparavant. Il y a une volonté de faire des événements neutres qui arrivent avec une sensibilisation. C'est vraiment ça la logique. Et aujourd'hui, c'est des courses qui sont intéressantes à regarder. C'est pas du tout public, évidemment. Il n'y a personne qui va là-bas. C'est uniquement télégénique. C'est aussi diffusé sur les réseaux sociaux. Et tu parlais de Forza Horizon. Les voitures de l'Extreme E sont depuis l'été dernier dans Forza Horizon. On est vraiment dans cet esprit-là. Alors aujourd'hui, on est sur des voitures électriques. J'ai encore un peu de temps. Oui, 1 minute 50. On ira peut-être plus en détail à l'occasion. Mais en gros, on est sur des voitures électriques qui font l'équivalent de 600 chevaux. Elles font à peu près 1700 kg. Elles font le 0 à 100 en 4 secondes 5, ce qui est énormissime. Enfin, c'est énormissime dans le sens où c'est très peu pour une voiture de cette envergure. Et pour les voir, puisqu'elles sont aussi fabriquées par Spark Racing Technology, toujours les mêmes, toujours eux. On en parle tout le temps, ceux qu'on fait les Formula E, qui travaillent avec nous sur Beltoise. Ils ont fait ces caisses-là. J'ai la chance de les voir souvent quand je vais dans leurs ateliers. C'est des monstres énormes. On nous dit que Nico Rosberg a testé une de ces caisses et que ça envoie du pâté. Et justement, et je vais finir là-dessus. En gros, Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont créé des teams. Ils sont tellement impliqués et tellement convaincus qu'ils ont créé des teams. Je pense que la personne du chat parle d'une des vidéos où la première fois que Nico Rosberg l'essaye, qui était pilote de F1, il est choqué. C'est des voitures extraordinaires et c'est électrique. On fera peut-être un sondage la prochaine fois. Je reprendrai peut-être un temps sur mon dossier prochain pour reparler de ça et demander leur avis aux gens parce que faut aller plus loin dans le délire, sachant qu'ils ont fait un truc pas mal aussi, c'est que c'est des équipages doubles et mixtes obligatoirement. Très bien. Bon, on en reparlera parce qu'effectivement dans le chat j'ai vu beaucoup de remarques, effectivement ça soulève. Et il y a de quoi en parler. Plein de questions, c'est bien de sensibiliser, mais est-ce que c'est pas, y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est pas couper des arbres pour dire qu'il faut pas couper des arbres? Donc en vrai il y a plein de questions. On y reviendra de manière plus poussée. J'ai 2-3 sondages et j'aimerais avoir l'avis du chat, donc on en parlera totalement. Eh bien, on en parlera la prochaine fois parce qu'il nous reste que 30 secondes pour vous remercier, car
Oui, c'est la reprise en ce lundi 23 janvier. Merci à vous d'être présents. On se retrouve dans quelques minutes dans le récap et je vous promets que la nouvelle formule saura vous séduire. Merci les garçons pour cette émission. Merci à toi. Je vous retrouve la semaine prochaine et puis à tout de suite encore sur le stream. Bye bye. Ciao.